Eh bien, bonjour à toutes et tous, et puis bienvenue à ce webcast qui est le 15e de notre série dédiée au reporting de durabilité, puis plus spécifiquement aujourd'hui à la comptabilité multicapitaux. Alors, un petit peu d'actualité, hein, cet été, vous l'avez certainement vu, le texte final de la CSRD niveau européen a été approuvé et donnera le cadre réglementaire aux entreprises pour la publication d'informations dans les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Maintenant, il va falloir attendre dans les différents pays la déclinaison en droit des différents pays et tout ce qui accompagne ce texte, et en partie les ESRS, dont on a déjà parlé dans nos webcasts. Mais aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin que ce qui est dans les textes et commencer à se mettre dans l'ambition du régulateur, et d'ailleurs des régulateurs, que ce soit en Europe, aux États-Unis, l'IFRS, pour parler de ce qui va arriver à ces données ESG après-demain. Je pense qu'il faut garder en tête une équation simple. L'objectif, c'est que vraiment l'information en matière ESG soit égale dans tous ses aspects à l'information financière. Ça veut dire que cette information-là sera un élément clé de la performance et au-delà donc des éléments de reporting, cette information, elle sera clé pour évaluer la performance. Et se pose donc la question de comment on va comptabiliser, et on voit apparaître toute une série d'initiatives autour de ce que l'on peut appeler la comptabilité multicapitaux. Alors aujourd'hui, sur ce sujet de la comptabilité multicapitaux, il y a un certain nombre d'initiatives. Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à réaliser des bilans, des comptes de résultats ESG qui intègrent ces dimensions. Donc on va tourner autour de ce sujet, le creuser, l'anticiper, et on va essayer aujourd'hui, ensemble, de rappeler d'une part la place de la comptabilité multicapitaux dans le contexte normatif. Finalement, est-ce que ces choses que j'évoque vont être obligatoires ou pas? Expliquer comment cette comptabilité multicapitaux a sa place dans la stratégie d'une entreprise, évidemment définir ce qu'on entend par comptabilité multicapitaux, présenter les différentes méthodes qui existent aujourd'hui, donner des exemples concrets d'entreprises qui ont démarré, et puis on est dans la prospective, on va aller un petit peu plus loin dans la prospective, évoquer les enjeux à venir de ce sujet de la comptabilité multicapitaux. Alors, vous êtes près de 600 à vous être inscrits à ce webcast, donc on vous remercie énormément de votre confiance et de nous écouter. Et petit rappel, les précédents épisodes autour des rendez-vous du reporting de durabilité sont tous disponibles sur le site internet de PwC France en accès totalement libre. Et puis, je rajoute à noter dans vos agendas que prochainement, nous avons la journée arrêtée des comptes que PwC organise depuis plus de 20 ans en partenariat avec les Échos, donc qui sont, on va dire, l'actualité autour de l'arrêté des comptes. Il y aura 2 journées, dont vous voyez les dates à l'écran, et l'après-midi du 8 novembre sera totalement dédié au reporting de durabilité. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire sur le site des Échos. Un point important qui sera au cœur de notre discussion aujourd'hui, cette question de la comptabilité multicapitaux dans la maison PwC, c'est un sujet extrêmement important pour nous. Vous connaissez probablement nos positions. Ça fait près de 30 ans que nous avons initié une réflexion autour des questions de développement durable. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes, comme je l'évoquais, sur la réflexion autour du rôle de l'entreprise, de la notion de performance. Qu'est-ce qui va définir une entreprise performante demain? Et bien sûr, nous avons la conviction que, comme je le disais en introduction, dans cette notion de performance, bien évidemment, les éléments financiers et extra-financiers vont fusionner et que la comptabilité va évoluer. Et pour aller plus loin sur ces réflexions en matière de comptabilité, nous avons, renforcé notre engagement en devenant, avec un certain nombre de grandes entreprises, notamment Danone et L'Oréal, partenaires de la chaire Audencia Performance Multicapitaux, parce que nous étions convaincus qu'il est important de nous associer à la pensée académique dans ce domaine. Et nous avons d'ailleurs, nous aussi, au cours de ces 20-30 dernières années, et en particulier ces 15 dernières années, développé des initiatives, notamment, je pense que c'est aux alentours des années 2010 qu'on travaillait sur des premiers comptes de résultats environnementaux, notamment un des tout premiers était avec Puma, qui était une filiale du groupe Kering, et puis après avec le groupe, et nous aurons d'ailleurs ce groupe qui sera présent dans ce webcast pour en parler. Mais comme je vous parle de la chaire Audencia Performance Multicapitaux, on a la chance, l'honneur et le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui Delphine Gibassier, qui est titulaire de la chaire. Et sans plus attendre, Delphine, est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur cette chaire et sur ses missions? Merci beaucoup. Donc oui, nous sommes accompagnés par
les financeurs que vous avez pu voir sur la slide précédente. Donc, nous avons un programme de travail depuis 2020 jusqu'à 2024 qui se base sur 3 piliers. Le premier qui est la transformation de la comptabilité de demain. Donc, ça concerne intégralement le travail le contenu du webcast d'aujourd'hui, en fait. C'est la comptabilité multicapitaux et comment elle peut se développer à travers à la fois la partie très théorique et recherche et à la fois la partie expérimentation, puisqu'on est convaincu que les deux vont ensemble et on le travaille avec une méthodologie qu'on dit de recherche-intervention, c'est-à-dire dans le cadre d'interactions très proches avec les partenaires de la chaire et les entreprises autour de nous. Donc, on a l'objectif de travailler sur les modèles qui existent et comment on peut les faire avancer pour ensuite faire de la comptabilité multicapitaux la comptabilité de demain. Le deuxième pilier, c'est que nous accompagnons les professions du chiffre. Nous avons des partenaires, vous avez vu, qui sont l'IFACI et la CNCC, mais au-delà de ça, nous travaillons sur ce qu'on appelle l'identité et la profession, les caractéristiques des personnes qui sont dans les métiers du chiffre et du risque et comment on peut leur apporter une sensibilisation, de la formation, des outils adaptés et un décryptage qui correspond à ces professions. Et nous avons aussi un pilier standardisation et harmonisation des normes. C'est comment travailler à la standardisation nationale, européenne et internationale de la comptabilité multicapitaux et comment irriguer avec notre recherche la réflexion des organismes de standardisation, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Merci beaucoup Delphine de cette intervention. On y reviendra bien sûr tout au long de cette session et donc dont vous voyez l'agenda à l'écran. Alors évidemment, une fois qu'on aura posé le contexte, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est que cette comptabilité multicapitaux, quels sont les principes et les méthodes. On aura aussi la présence d'entreprises qui sont impliquées dans des projets de comptabilité multicapitaux qui pourront vous faire un retour d'expérience. Et puis nous terminerons, comme je l'ai indiqué, par parler des enjeux et des perspectives sur ce thème. Je vous rappelle que tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de poser des questions auxquelles on s'attachera à répondre. À la fin, on aura un temps d'échange à la fin de cette webcast pour répondre aux questions qui ont été posées. Alors, qui on va avoir avec nous aujourd'hui? Là, vous m'avez vu, vous avez vu Delphine, mais compte tenu de toutes les questions qui se posent et du programme que l'on a, on s'est évidemment dit qu'il fallait réunir les meilleurs experts pour vous parler de ce sujet. Et on a la chance d'être accompagné aujourd'hui donc de Delphine, que j'ai présentée, de Laura Palmero, qui est Sustainable Finance Director de Danone, de Laurence Barrère, qui est Sustainable Finance Director de Kering, et de Nathalie Ruelland, qui est chef de projet senior RSE chez GRDF, et puis bien sûr, 3 de nos experts PwC sur ce sujet, que vous voyez souvent intervenir dans nos webcasts, Olivier Muller, qui est associé, Anne Langlais, directrice, et Mathilde Poggi, qui est senior associée dans nos équipes, et moi-même, donc Sylvain Lambert, qui assurerait la coordination de ce webcast. Alors, avant de commencer, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important à garder en tête, c'est qu'au moment où on se parle, je le disais, on est dans un webcast prospectif. Aucune méthode à date n'est encore parfaite ni finalisée. Je pense que c'est vraiment important. On est au niveau d'initiatives, bien sûr. On l'a dit, ces 10-15 dernières années, ces initiatives ont commencé à foisonner, à accélérer. On voit bien que l'accélération réglementaire est là aussi et que la réalité, comme je le disais en introduction, c'est que cette information extra-financière va devenir le pendant de l'information financière pour fusionner dans cette notion de performance globale. Donc aujourd'hui, on va parler d'initiative. On ne prétend pas dire, ben voilà, c'est ça, c'est la loi, c'est le cadre normatif. On veut vraiment débattre et présenter avec vous sur l'ensemble des initiatives qui peuvent exister. Il peut y avoir des commentaires, certaines peuvent avoir des limites, on en a bien conscience, mais si on attend que tout soit finalisé et parfait, eh bien on en reparle dans 10 ans et on n'aura pas avancé au cours de cette période. Donc c'était extrêmement important. Toute l'information qu'on va partager avec vous, elle est basée sur la documentation qui a été publiée à date, sur des expérimentations qui sont menées au sein du réseau PwC et des retours d'expérience d'entreprise. Donc je vais passer maintenant la parole à Anne pour nous rappeler les éléments de contexte importants. Oui, bonjour à tous, merci Sylvain. Donc effectivement, on vous a mis une slide avec quelques mots de vocabulaire qui tournent autour de la comptabilité multicapitaux, mais clairement sur cette slide, il n'y a que certains termes
qui sont liées vraiment à la comptabilité multicapitaux. Donc normalement, si on a bien fait notre travail, à la fin de ce webcast, vous saurez ce qui fait partie de la comptabilité multicapitaux et ensuite ce qui est seulement autour et en tout cas comment ces termes sont liés entre eux. Donc par abus de langage, on peut souvent rattacher des termes à la comptabilité multicapitaux, mais c'est par abus de langage et du coup, normalement, on va vous clarifier tout ça. Donc si on passe à la slide suivante, la première différence importante, c'est que, comme l'a dit Sylvain, le texte final de la CSRD est désormais disponible et va nous imposer des normes de reporting de durabilité qui vont normaliser la future DPEF qui s'appellera Sustainability Statement. Et donc, elle va nous donner des normes pour expliquer quels indicateurs, quelles informations quantitatives et qualitatives on doit publier dans une DPEF, donc dans le Future Sustainability Statement, sur les dimensions cross-cutting standard, environnement, social et gouvernance. Donc tout ça pour améliorer la qualité et la comparabilité des informations. Ça, c'est le cadre normatif du reporting de durabilité qui est en train de se mettre en place. Mais du coup, il ne faut pas confondre ces exigences normatives avec la mise en place volontaire d'une comptabilité multicapitaux. Et donc, dans la slide suivante, on vous a rappelé qu'aujourd'hui, on a une DPEF. On n'a pas de normes de reporting de durabilité, donc on a des DPEF qui sont hétérogènes et peu comparables. Demain, donc à partir du reporting 2024 pour les premiers concernés, on aura la CSRD avec les ESRS. Donc on a fait des webcasts à ce sujet, on ne va pas s'étendre davantage, mais avec la création de normes pour normaliser ce reporting de durabilité. Et par contre, après-demain, c'est le sujet d'aujourd'hui, on dit après-demain, c'est vraiment un abus de langage, mais est-ce qu'on aura un bilan et un PNL qui prend en compte les facteurs de durabilité. Donc, pour l'instant, cette pratique, elle n'est pas normalisée. Ça fait partie des questions qu'on pourra poser, notamment à Delphine tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était pour bien poser le cadre. Et aujourd'hui, on parle d'après-demain et de ces initiatives de comptabilité multicapitaux. Merci Anne. Effectivement, je pense qu'il est clair de rappeler dès le début qu'on est dans des initiatives volontaires. On clarifiera vraiment parce qu'on peut entendre des fois que dans ces textes, on va imposer un compte de résultat environnemental. On est vraiment dans une initiative volontaire, justement par rapport à cette grande nouveauté en fait en matière de réglementation sur le reporting extra-financier, qui est non pas le cadre, mais l'obligation qui va arriver sur le choix des indicateurs, les fameux ESRS. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite piqûre de rappel, Anne, dans ce qui est prévu par la CSRD et dans les ESRS? Oui. Donc là, on est dans le demain et non dans le après-demain qui va être le cœur de notre webcast. Donc, sur le demain, on va passer à la slide suivante. Vraiment pour faire les grands rappels. Normalement, pour ceux qui ont suivi nos dernières webcasts, vous avez tout ça en tête. Donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir des normes de reporting de durabilité et pour augmenter la qualité de ce reporting de durabilité. On va passer à la slide suivante. Aujourd'hui, on avait la NFRD. Demain, on va passer à la CSRD. Quand je dis demain, c'est à partir du reporting 2024, c'est ce que je disais. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des normes, d'avoir des normes de reporting de durabilité avec ces fameuses ESRS. Je ne m'étendrai pas davantage, vous aurez les slides de toute manière sur le replay si vous voulez vous y référer. Et dans la slide d'après, on vous a remis évidemment que la CSRD, elle clarifie ce qu'une entreprise doit inclure dans son reporting de durabilité et que du coup, il y a certaines dates à avoir en tête, notamment parce qu'ils vont échelonner l'application. L'autre point important de la CSRD, c'est également le rôle du comité d'audit qui va être responsable également de ce reporting de durabilité. Mais comme on a fait le webcast le 22 septembre sur la CSRD, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire davantage. Peut-être juste un dernier mot sur les normes qui vont venir normaliser ce reporting. C'est la slide suivante. Voilà, donc elles ne sont pas encore définitives, ces normes. On a eu le droit d'avoir un draft de l'EFRAG, donc il y a 13 normes, et vous voyez, ces 13 normes, elles porteront sur les cross-cutting, l'environnement, le social et la gouvernance. Une date à avoir en tête, c'est mi-novembre, où l'EFRAG va faire sa proposition définitive sur ces normes de reporting de durabilité. Voilà, j'en dirai pas plus. Je repasse la parole à Sylvain, c'était pour poser le cadre. Ça, c'est ce qui arrive en termes de normalisation et nous, on vous parle d'autre chose, de la démarche volontaire de la comptabilité multicapitaux.
Merci beaucoup, Anne, pour ce rappel. Je vais me tourner maintenant vers Olivier pour une série de questions. Et la première des questions que j'ai envie de te poser, Olivier, c'est quels besoins émergent aujourd'hui quand on voit les demandes qui arrivent sur ces questions-là? Ah, je vois qu'il me semble qu'on a perdu Olivier. Donc, je vais pouvoir, en attendant de récupérer Olivier, je pense que je vais pouvoir répondre moi-même à cette question. La question, c'est de savoir, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est amenée à aller au-delà du reporting aujourd'hui? Pourquoi, effectivement, face à la densité de l'information qui est demandée, vous l'avez vu dans le rappel de Anne, de se dire, mais pourquoi je vais aller plus loin et je vais me lancer dans un projet de comptabilité multi-capitaux? Donc, ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, c'est une vraie question autour de travailler autour de son business model. Redéfinir la valeur de l'entreprise et voir dans quelle dimension ces éléments-là ont une conséquence sur le modèle d'affaires. Penser une comptabilité multi-capitaux, c'est de se dire, mais je ne paye pas aujourd'hui une série d'externalités, c'est vraiment la théorie économique des externalités, par exemple environnementales, ça a commencé sur des sujets environnementaux, de se dire si vraiment je devais les payer, et je rappelle que par exemple sur une externalité environnementale comme le climat, la réglementation européenne, via la directive climat, a imposé à un certain nombre de secteurs d'activité des quotas d'émissions qui sont une façon d'intégrer dans les comptes, dans les vrais comptes, l'effet du changement climatique. Donc, si je dois un jour payer, que ce soit de façon réputationnelle ou réellement économique, l'impact que j'ai sur une série d'externalités, qu'en est-il de mon modèle d'affaires et de ma performance globale? Eh bien, ces éléments-là, ces outils de calcul de comptabilité multi-capitaux permettent de répondre, et on le verra avec les exemples d'entreprises qui s'exprimeront tout à l'heure, permettent de répondre à cette question, de dire on est bien d'accord, aujourd'hui, ce n'est pas dans mes comptes, mais je fais une projection ou une simulation du coût, par exemple, de l'impact que je peux avoir sur le stress hydrique, sur la biodiversité. Et en effet, peut-être que quand on voit le rôle et la responsabilité des entreprises qui évoluent aujourd'hui, tant dans les textes que de façon même stratégique, avoir cette information et ses effets sur la performance globale de l'entreprise, pouvoir prendre des décisions qui peuvent être des décisions de long terme qu'on aurait des mal à justifier aujourd'hui dans la pure comptabilité financière, vont pouvoir se justifier dans la comptabilité extra-financière. Donc aujourd'hui, ce sont effectivement des initiatives qui anticipent les choses, qui ne sont pas, comme on disait dans la comptabilité, mais qui permettent d'éclairer des décisions. Et c'est vrai que c'est le fait plutôt d'entreprises engagées et plutôt avancées, mais nous pensons vraiment qu'elles anticipent une réalité qui se pourrait produire et qui pourrait se produire. Et on observe vraiment une volonté croissante de la part des entreprises de démontrer la valeur réelle qu'elles créent pour la société. Et les conséquences, c'est vraiment cette approche finalement de double matérialité qu'elles ont pour la société et les conséquences que peuvent avoir les enjeux externes sur elles. Et ça, c'est une demande que l'on observe de plus en plus, qui consiste à bien analyser ces impacts et à les monétiser et à les lier à la valeur. Alors, deuxième question que je devais poser à Olivier, qui est parti dans une fracture du continuum espace-temps, donc que je vais m'auto-poser. Concrètement, quand on dit tout ça, de quoi parle-t-on? Et je propose qu'on lance justement un petit quiz pour voir, essayer de débroussailler, tuer certaines rumeurs et en tous les cas répondre de façon simple, au-delà du cadre normatif, au-delà de ces besoins émergents. Et on va traverser ce petit quiz et voir comment replacer la comptabilité multi-capitaux dans le bon contexte et éviter toute confusion. Donc, je propose que l'on lance le quiz. Bien sûr, si on récupère Olivier au milieu, on me le remet et je me débrouillerai avec lui. Alors, première question du quiz. La comptabilité multi-capitaux est-elle soumise à une normalisation européenne? Alors, je vois que Anne est à l'écran. Oui, je vais essayer de ne pas me tromper, Sylvain, mais je vais essayer de remplacer Olivier pour le quiz. Alors, allons-y. Alors, vas-y. Est-ce que la comptabilité multi-capitaux est-elle soumise à une normalisation européenne? Alors, la réponse est non, Sylvain. C'est ce qu'on a expliqué au début. Donc là, on est vraiment sur une démarche volontaire qui est en cours, qui émerge. Ce qui est en train d'être normalisé, c'est vraiment le reporting de durabilité avec la CSRD et les ESRS. Donc, la réponse est non. Très bien, donc là c'est clair. Deuxième question, la CSRD prévoit la mise en place d'un bilan et d'un compte de résultats environnemental et social, point d'interrogation?
Alors, c'est non aussi, hein. On vous a un peu vendu la mèche juste avant. Donc là, la CSRD, c'est vraiment une liste d'indicateurs et d'informations qualitatives qui est en train d'être normalisée. Pas du tout un bilan et un compte de résultats environnemental ou social, par exemple. Très bien. Troisième question, encore plus loin. Est-ce que la comptabilité multicapitaux est comme la taxonomie? Est-ce que ça permet de savoir quel est le chiffre d'affaires vert? Alors, du coup, je vais laisser la place à Olivier. Olivier, je te repasse la main pour la prochaine question sur la taxonomie. Voilà. C'est la magie du direct. Olivier est réapparu au bon moment. Quel talent! Ah, on t'entend pas par contre, Olivier. On te voit, mais tu es peut-être toujours en mute. Bon, du coup, moi, je vais répondre à la question sur la taxonomie et je lui laisserai la main pour la dernière. Donc, sur la taxonomie, on n'est pas sur la même chose parce qu'on est en train de chercher à voir le chiffre d'affaires, les CAPEX et les OPEX verts. Et du coup, la comptabilité multicapitaux, c'est pas cela. Et on va vous expliquer dans quelques minutes à quoi sert la comptabilité multicapitaux. Alors, encore une question. Question suivante. La comptabilité multicapitaux, est-ce que c'est la même chose que la comptabilité des crédits ou quotas carbone? J'espère qu'Olivier est revenu parce que c'est vraiment un de Alors ces là aussi, c'est Welcome. c'est faux. Bonjour à tous. Là aussi, c'est faux, puisque en fait, dans la comptabilité multicapitaux, on va s'attacher à regarder l'impact d'une entreprise, alors que sur les quotas, les crédits carbone, c'est plutôt des opérations directement dans les comptes de résultats des entreprises qu'on observe. Eh bien, écoute, merci beaucoup Olivier et Anne. Anne pour l'improvisation, Olivier pour être arrivé au bon moment. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de concepts qu'il ne faut pas confondre et c'était peut-être trouvé qu'on est très insistant, mais il se dit tellement de choses qu'il fallait qu'on soit extrêmement clair. Donc là, nous allons rentrer dans la seconde partie de ce webcast autour justement du cœur du sujet de la comptabilité multicapitaux avec une première question. Est-ce que ça peut devenir un levier de transition en intégrant les dimensions environnementales et sociales? Est-ce qu'en fait, c'est un véritable driver de transformation? Et effectivement, c'est une façon, je le citais précédemment, et mes camarades y ont aussi répondu, pour les entreprises qui avancent sur ces questions-là, c'est effectivement un élément à la fois de communication interne et externe sur la valeur créée par l'entreprise. C'est aussi un outil, un vrai outil de transformation pour répondre à toute une série de problématiques, des problématiques physiques, sociales, pour commencer à les intégrer, parce que ces problématiques-là, elles sont bien là aujourd'hui, on ne peut plus les nier. Donc, une façon d'en évaluer l'impact sur son entreprise, c'est l'approche de la comptabilité multicapitaux qui permet de le faire. Mais alors, vraiment, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on y met dedans? À quoi ça sert? Comment ça aide les entreprises à mieux piloter la transformation de leur business model? Eh bien là, je vais laisser la parole maintenant à Delphine pour répondre à cette première question. Que signifie la comptabilité multicapitaux? Merci Sylvain. Donc c'est un terme qui effectivement recouvre aujourd'hui un certain nombre de projets. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que on a ce terme multicapitaux, donc de deux choses l'une. On compte plusieurs indicateurs et plusieurs groupes d'indicateurs, mais vous allez me dire c'est aussi le cas dans le cadre de la GRI, de la Global Reporting Initiative. Ça va être aussi le cas dans la CSRD-ESRS, puisqu'on a 13 domaines. Donc, pourquoi c'est différent? Vous avez vu qu'on utilise le terme capital, ce qui se rapproche d'un terme de comptabilité. Et donc, on est dans la comptabilité multicapitaux sur une comptabilité qui s'intègre d'une manière ou d'une autre à la comptabilité financière, soit en touchant aux résultats, soit au bilan, soit aux deux, avec une comptabilité qui est très souvent, mais pas toujours, monétarisée, et elle monétarise les éléments non financiers. Donc, c'est aussi la comptabilité multicapitaux, je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est quelque chose qui existe depuis les années 90, qui a été testé à de multiples reprises. D'abord, ce qu'on appelle des initiatives full cost, donc c'est-à-dire la monétarisation de ce que Sylvain a appelé tout à l'heure les externalités. Donc, vous avez des projets en Amérique du Nord et en Europe qui se sont passés dans ces années 90, notamment la société Atos et Interface sur des projets européens. Et puis, vous avez eu vers les années 2000 des projets qu'on a appelés les Sustainability Assessment Models, qui ressemblent à ce qu'on va parler aujourd'hui quand on dit Sustainability PNL,
avec notamment une chercheuse qui s'appelle Jan Bevington, qui a travaillé avec BP et Landcare Research. Donc, il y a systématiquement une recherche d'intégration dans la comptabilité financière pour obtenir une triple bottom line, une prise de décision qui intégrerait du coup le non financier au financier. Aucune méthode n'est parfaite, il y a beaucoup de variations qui existent. Toutes les méthodes sont aujourd'hui à l'état d'expérimentation, malgré le fait qu'on a cette historique, ce sont des cas relativement peu nombreux dans les années 90-2000. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup de grandes entreprises qui testent ce qu'on appelle le Sustainability P&L, on en parlera. Et j'évoque, parce que je trouve que leur projet est intéressant, même si on n'a pas accès à toutes les données, la société Olam a testé une intégration plus importante au bilan sur plusieurs business units au cours des dernières années, avec une ambition d'aller au-delà de ce lien avec le compte de résultat et de tester quelque chose qui irait faire une intégration plus en avant avec le bilan. Donc voilà pour donner quelques éléments de ce que ça veut dire. Vous allez voir que c'est quand même relativement divers. Merci beaucoup Delphine. Là, on commence donc à rentrer dans le concret avec la définition. Mais on peut mettre beaucoup de choses différentes effectivement derrière. Donc là, je vais me tourner vers Anne maintenant. Est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît, sur tout ce que l'on peut mettre derrière ? Oui, pour comprendre un peu les différentes initiatives, on a essayé de vous les mettre dans des cases. Et du coup, avant de vous présenter justement ces types de méthodes, il faut une entreprise qui veut se pencher sur la question de la comptabilité multicapitaux, elle a quelques questions structurantes à se poser qui vont justement déterminer un peu la méthode qu'elle va utiliser, parce que forcément l'output sera très différent selon les méthodes, et du coup il y a des questions importantes. Donc par exemple, Delphine a commencé à en parler, est-ce que je vais aller jusqu'à la monétarisation? Est-ce que c'est ça mon objectif? Est-ce que je veux faire seulement un coup sur les externalités, un focus sur les externalités négatives? Est-ce que je vais m'autoriser ou non, c'est un choix, à netter certains éléments ensemble? Est-ce que je vais me concentrer uniquement sur un périmètre environnemental, oui ou non, ou sur différents sujets? Est-ce que je vais créer un bilan ou un PNL spécifique, oui ou non? Quelle partie de mon périmètre je vais commencer par prendre en compte, peut-être pour tester ou ensuite élargir? Est-ce que dans quelle partie de ma chaîne de valeur, jusqu'à quelle partie de ma chaîne de valeur je vais aller? Voilà. Et puis surtout, à la fin, quel est le type de communication que j'imagine et où est-ce que je vais le mettre? C'est-à-dire, est-ce que je le mettrai dans ma DPEF? Est-ce que j'en ferai un communiqué à part? Mais surtout, quel est l'output que je veux en tirer? Est-ce que ce que je veux montrer, c'est un bilan, un PNL? Est-ce que... Bon, donc, vous avez tout à fait compris le genre de questions qu'il faut se poser. Si on a un objectif différent donne un résultat différent selon la méthode utilisée. Et du coup, pour simplifier, on va au slide suivant. On a essayé de vous dire un peu les grandes approches qui existent aujourd'hui et vous verrez qu'ensuite, Olivier, Delphine et Mathilde vont dérouler chaque méthode en essayant de les raccrocher à ces grandes approches. Donc, on peut distinguer aujourd'hui deux grandes typologies d'approches. L'approche compte de résultats seulement ou l'approche bilan et compte de résultats. Donc ça, c'est les deux grands chapeaux. Et donc, si on prend les approches compte de résultats seulement, on voit qu'il peut y avoir un peu deux types d'approches, deux options. Soit on a une approche coût seulement, donc où c'est aussi ce qu'on appelle l'approche des externalités négatives, ou alors on peut aussi avoir une approche en prenant en compte les externalités positives et les externalités négatives avec du netting éventuellement. Donc ensuite, on a deux autres catégories sous l'approche bilan et compte de résultats qu'on appelle des approches qui sont plus intégrées. Donc il y en a une, la première, où on va avoir, selon les sujets, un bilan et un PNL spécifique par sujet. Donc forcément, il faudra définir les sujets, il faudra les définir. Ensuite, on allouera un budget minimum ou maximum, éventuellement le respect des limites planétaires.
et ou des fonds nationaux sociaux. Du coup, ça, on va y revenir. Pour l'instant, ça ne vous paraît pas clair, c'est normal, mais on a prévu de le dérouler. C'est juste pour vous donner les grandes boîtes. Et ensuite, la deuxième approche d'intégrer, je prends des états financiers et j'intègre à l'intérieur de ces états financiers des capitaux naturels, des capitaux sociaux, des dettes. Et du coup, j'intègre des nouveaux agrégats à l'intérieur de ces états financiers. Donc, Sylvain, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Anne, pour ces précisions. On voit bien donc, que derrière le terme de comptabilité multicapitaux, il y a différentes méthodes distinctes qui produisent chacune des outputs assez différents. Et je vais me tourner vers Delphine. Est-ce que tu peux nous préciser, Delphine, justement les points d'attention de ces différentes méthodes? Alors, donc on va approcher différentes méthodes à travers des exemples et des témoignages. L'approche ePNL, c'est une approche qu'on appelle full cost, donc de monétarisation des externalités. Elle existe depuis les années 90 et elle a permis aux entreprises déjà de faire une première mesure, souvent d'ailleurs sur l'étendue de la chaîne de valeur, et de confronter cette mesure d'impact négatif au résultat financier. Donc, on peut voir des résultats financiers auxquels on retire un coût de ces externalités. Alors, cette approche ne va pas jusqu'à toucher le bilan, donc c'est une intégration qui est relativement faible avec la comptabilité financière, et elle ne se mesure pas à la limite planétaire. Puis nous verrons les méthodes Sustainability PNL qui aujourd'hui font, je pense, le cœur des expérimentations qui sont en cours au niveau international, avec des externalités positives, on en a parlé. Donc, le point d'attention ici, c'est qu'on n'a pas de normalisation de ce que c'est qu'un impact positif. On commence à avoir des normalisations de ce qu'on sait qu'un impact négatif, mais on n'a pas cette visibilité sur les impacts positifs. Et puis derrière, ce modèle, il va permettre d'avoir un résultat complet. Donc, on voit souvent des résultats nettés entre l'économique, le social et l'environnemental, ce qui permet d'avoir un résultat final global. Et puis, quand on va regarder les méthodes qui touchent au bilan, plus récentes et plus expérimentales, ce qui est intéressant de regarder, c'est la manière dont l'intégration a été faite au bilan. Et comment on peut associer du coup cette histoire de dette vis-à-vis d'une partie prenante externe, que ça soit la planète elle-même, on en parle aujourd'hui de plus en plus, ou des parties prenantes sociales. Donc, je vous laisse du coup découvrir les différentes méthodes à travers les exemples. Merci beaucoup, Delphine, pour ces précisions. On va passer justement maintenant à la troisième partie dans laquelle on va rentrer dans les principales méthodes. Et alors là, je croise les doigts et j'espère que la technologie va fonctionner. Olivier Muller, dans nos équipes, a fait énormément de missions de ce type. C'est lui l'expert chez nous. Et donc, je te laisse la parole pour nous parler de tout ça. Je vois que tu es là, donc je suis désormais serein. À toi, Olivier. Merci Sylvain. Alors effectivement, comme l'expliquaient à la fois Delphine et Anne, nous avons structuré les méthodes selon 4 grandes catégories d'approches. Alors nous commencerons par les approches compte de résultats, dans laquelle nous trouvons l'approche par les coûts. Et cette catégorie regroupe les méthodes proposant le chiffrage des coûts d'externalité, c'est-à-dire le coût des impacts de l'activité annuelle de la société sur son environnement. Alors la méthode ePNL, dont on a déjà parlé, fait partie de cette première catégorie d'approche. Comme son nom l'indique, cette méthode permet d'établir un compte de résultat environnemental. La méthode permet de déterminer et de mesurer les impacts à chaque étape de la chaîne de valeur. Et les conséquences des émissions de l'utilisation des ressources sont alors évaluées dans un contexte donné. Les calculs sont basés sur une combinaison de données regroupant des collectes de données spécifiques, mais aussi des analyses du cycle de vie ou d'autres moyens de compléter la connaissance de la chaîne de valeur à partir de bases de données. Et ensuite, les émissions sont monétisées. Les résultats sont présentés en valeur monétaire dans un tableau appelé ePNL, qui est distinct du compte de résultat, et c'est la particularité de cette première famille, d'être distinct du compte de résultat financier classique. Voilà, donc ce tableau qu'on vous présente par exemple issu des rapports annuels de Kering, donc présente l'ePNL de Kering. Donc en fait, on voit qu'on évalue les conséquences des émissions et l'utilisation des ressources sur l'environnement et le bien-être humain.
il y a 6 grands groupes d'impact qui sont considérés: les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, la pollution de l'eau et de l'air, la production de déchets et l'utilisation des sols. Tous ces grandeurs-là sont évaluées et représentées sur différents maillons de la chaîne de valeur, généralement en distinguant donc les fournisseurs de rang 1, 2, 3, etc., en plus des impacts liés à l'entreprise elle-même. Justement, merci Olivier pour cette présentation du IPNL. Donc on voit bien qu'un IPNL, il évalue bien les impacts environnementaux et se focus ensuite sur les coûts. Mais il existe d'autres méthodes qui évaluent non seulement ces impacts environnementaux, mais aussi des impacts sociaux et chiffrent des externalités négatives et positives. Donc justement, sur ce type de méthode-là, Olivier, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Alors effectivement, sur ce deuxième type qu'on a appelé effectivement approche avec netting, on intègre également, en plus de l'environnement, des aspects sociaux et on a des externalités positives et négatives. Le résultat au global qu'on calcule correspond à la valeur créée par l'entreprise diminuée des impacts négatifs de l'activité de l'entreprise. Voilà, donc on appelle ça, activité avec possibilité de netting. Donc par exemple, le Sustainable Profit and Loss Account, qu'on appelle généralement SPNL, est un premier exemple de méthode qui fait partie de cette catégorie d'approche. Donc ça va au-delà de l'IPNL parce qu'en fait, on intègre également l'aspect social. Et voilà, et donc en chiffrant le coût de ces externalités, mais également les produits des externalités, on approche la valeur créée par l'entreprise sur les différents aspects, à la fois environnementaux et sociaux. Donc là, on a un exemple théorique en fait de comment est-ce qu'on peut représenter ce type de Sustainable P&L Account. Donc au sein du calcul du chiffre d'affaires, donc on a notamment chiffre d'affaires classique, on a les produits et les charges d'exploitation, et on rajoute des lignes supplémentaires qui n'existent pas donc dans les comptes de résultats classiques, où on aurait les produits et charges environnementaux par exemple, consommation d'eau, consommation de ressources minérales, les pollutions, les émissions de CO2, à une valeur en euros par exemple, et également les produits et les charges de type sociaux, donc ce qui peut être par exemple des écarts de salaire entre hommes et femmes, des jours de travail perdus à cause d'accidents, les salaires des travailleurs handicapés, etc. Donc des dimensions qui ne sont pas forcément intégrées directement dans les comptes de résultats classiques. Voilà, donc à la fin, on additionne tout ça, donc, et on a un compte de résultat qui intègre à la fois le financier, l'environnemental et le social. Alors pour nous, donc on a cette intégration, mais il est important également de suivre séparément chacune de ces lignes. Alors là, on a un autre exemple sur des financements issus du travail de la société Arkea. Donc là, on est dans le domaine bancaire. Ils ont structuré leur approche d'abord pour monétariser les impacts en 3 étapes successives, qui sont déjà, premièrement, la valorisation de l'impact. Donc, de se dire combien est-ce que j'émets par exemple de CO2 à travers mon activité ou à travers l'activité des entreprises que je finance à travers des prêts notamment. Et donc j'ai des émissions de gaz à effet de serre qui sont calculées. Deuxième temps, je les monétarise, donc j'en exprime une représentation de l'impact à travers différentes façons qu'on verra plus tard. Et troisièmement, je considère que, en tant que financier, je m'attribue en quelque sorte une partie uniquement de l'impact, donc il y a un aspect quote-part en fonction de la part que je représente dans la valeur de l'entreprise, en tant soit que financier ou en tant qu'actionnaire. Voilà, et au total, donc on a, en regroupant ces 3 étapes, en multipliant en quelque sorte ces 3 facteurs, la valeur monétaire de l'impact qui est exprimée. Alors au global, donc toujours sur l'exemple de Arkea, on peut ainsi voir comment évoluent ces impacts en fait d'une année à l'autre sur les différents postes, et on intègre ici donc entre l'année par exemple 2020 et l'année à gauche et l'année 2021 à droite,
où on reproduit le même genre de calcul année après année, on peut en voir les évolutions. Donc là, on aurait par exemple l'exemple où l'impact lié aux émissions de gaz à effet de serre augmenterait légèrement, donc détruirait un peu la valeur. La consommation d'eau, pareil, on a un accroissement d'impact. Par contre, les emplois soutenus augmentent, donc on a une valeur positive. La valeur ajoutée sur les territoires, pareil, augmente. Voilà, et les différents postes peuvent varier d'une année à l'autre, qui sont pris en compte dans le calcul, et in fine, on passe d'un compte de résultats à l'autre, et on peut ainsi voir sur quel poste l'entreprise a joué positivement ou négativement. Alors, autre exemple, la méthode IMV, donc Impact Measurement Value, qui a été développée par la Value Balancing Alliance, la VBA. Donc c'est un autre exemple d'approche qui chiffre les externalités positives et négatives de l'activité de l'entreprise. Donc ça a été développé par un consortium d'entreprises, donc VBA. Alors, qu'est-ce que c'est que la VBA? C'est une organisation donc, qui regroupe des entreprises internationales qui visent donc à intégrer les aspects socio-environnementaux dans la prise de décision et l'évaluation des performances. Donc, leur méthode IMV est une méthode d'évaluation des impacts, donc, qui permet d'exprimer en valeur monétaire les externalités positives et négatives, directes et indirectes, de l'activité de l'entreprise. Donc, voilà, c'est assez proche du cadre qu'on essaye de représenter aujourd'hui. Donc, il regroupe tout ça au sein de 3 dimensions, économique, sociale et environnementale. Voilà, en considérant que les décisions stratégiques doivent prendre en compte non seulement le respect de l'environnement, mais également les aspects sociaux. Et des points qu'ils considèrent, c'est que même si effectivement on considère l'intégralité de ces impacts, évalués notamment en euros, il faut avoir toujours une analyse séparée de chacune de ces dimensions, voilà, pour s'assurer qu'on a bien évalué les risques à chaque niveau, environnemental et social notamment, et que ce soit finalement bien compris par les décideurs. Et pour bien comprendre, il faut analyser donc chaque dimension séparément. Alors un exemple de représentation, on retrouve en haut de l'écran les postes classiques économiques. On voit qu'on distingue les impacts directs des impacts indirects. Donc on a les aspects économiques qui sont intégrés en distinguant bien tous les éléments de la chaîne de valeur. Et après, on retrouve premièrement tous les aspects environnementaux, avec les 6 dimensions qui étaient déjà présentes dans les PNL de Kering. Et on rajoute également des aspects liés aux dimensions sociales, notamment les incidents et les aspects formation, qui là apparaissent en tant qu'aspect positif. Alors que l'environnement, pour l'instant, a plutôt un impact négatif sur la valorisation globale du compte des résultats. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces explications. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Là, maintenant, on était sur les approches compte de résultats. On va passer aux approches bilan et compte de résultats. Ces approches-là, en fait, elles permettent de contextualiser les impacts de l'entreprise sur les aspects socio-environnementaux. Donc, on a un premier type d'approche qui permet de produire un bilan et un compte de résultats spécifiques par sujet, qui seront complémentaires au bilan et au compte de résultats classiques de l'entreprise. Le modèle donc, dont on va parler maintenant, qui est le modèle LIFT, qui justement a été développé par la chaire Audencia Performance Globale, qui a été présenté en début de webcast, il fait partie de ce type d'approche. Et là, bien évidemment, vous vous en doutez, je vais me tourner vers Delphine pour nous présenter la méthode LIFT. Merci beaucoup. Donc sur la méthode LIFT, nous avons travaillé à partir de questionnements et de discussions avec les grands groupes avec lesquels on a démarré la chaire. Donc la première chose qu'on a voulu faire, c'est un modèle qui est à visée de transformation interne vers la soutenabilité. Il peut servir aussi de reporting, mais c'est
un modèle qu'on a souhaité de transformation interne vers la soutenabilité. Donc, la première chose, c'est qu'on se base sur le langage universel de la comptabilité générale. C'est un point important puisque c'est le langage aujourd'hui économique des organisations. Et on a souhaité donc se rattacher à des comptes, des écritures et des façons de rendre des comptes qui sont celles de la comptabilité financière, qu'on détourne quelque part et qu'on utilise au service d'une comptabilité multicapitaux. La deuxième spécificité du modèle LIFT, c'est d'avoir choisi de travailler avec les limites planétaires et les fondations sociales. Ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment est-ce qu'on pouvait travailler sur une comptabilité qui ne soit pas incrémentale, mais qui puisse aujourd'hui mesurer avec le plus de précision possible la position de l'entreprise vis-à-vis de ses limites. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années, il faut quand même le préciser, et qui est encore aujourd'hui pas forcément extrêmement facile à traduire en termes organisationnels, puisqu'on parle de limites planétaires et que certaines des limites planétaires n'avaient pas été mesurées jusqu'à il y a quelques mois. Hein, on en a beaucoup entendu parler en début d'année, notamment sur l'eau et puis sur d'autres éléments environnementaux. Donc, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel on s'est basé, mais qui est aussi dans les sciences dures en cours de travail. Mais ça nous paraissait important puisque jusqu'ici, les entreprises, pour mesurer la performance, se mesuraient face à une baseline, donc une année antérieure, soit en valeur absolue, soit en valeur des coefficients, soit par rapport à leur pairs, mais ça ne donnait pas, on était encore assez aveugle par rapport à leur position sur le schéma global du système Terre et du système société. Donc, nous, on se base sur cette partie-là, ces fondations, ces 12 fondations et ces 9 limites planétaires. Une autre caractéristique du modèle, c'est de se baser sur la responsabilité étendue des entreprises. Ce n'est pas quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qui commence aujourd'hui à être entendable et entendu par les entreprises, c'est-à-dire qu'on considère dans le développement durable qu'on ne s'arrête pas à la limite de l'entité légale de l'entreprise, mais on s'arrête là où la responsabilité s'arrête, souvent très, très, très tôt dans la construction, les ingrédients, et très, très tard, c'est-à-dire jusqu'à soit le recyclage, soit la mise du produit en déchetterie, etc. Donc, on est sur des responsabilités très, très étendues, mais on le voit dans le développement durable, c'est quelque chose qui se traduit même dans les réglementations en cours, que ce soit en France, en Allemagne ou en Europe. Donc ça, c'est les 3 principales caractéristiques du modèle. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est penser une économie autrement. Donc, quand on regarde les limites planétaires et les fondations sociales, on s'invite à réfléchir, à repenser la performance économique. Donc, comme ça a été présenté aujourd'hui, le système LIFT présente des PNL et un bilan séparés par indicateurs avec les 3 capitaux qui sont retravaillés, mais on s'imagine pouvoir plus tard rattacher aussi des éléments économiques, notamment on parle de cette idée de maintenir les capitaux, donc il faut réfléchir à comment on pourrait retranscrire ça dans une partie économique. Il y a des travaux en cours, il y a des discussions en recherche et on est sur la conception d'une économie qui est dans la société et dans l'environnement et on voudrait inscrire à travers ce modèle LIFT l'organisation dans un système socio-environnemental durable. Les grands principes de la méthode sont les suivants. On est en comptabilité basée sur les flux physiques. Alors, pourquoi? Mais je crois que c'est le cas de toutes les méthodes aujourd'hui. Hein. On peut... les modèles qu'on a vus ont pour base la comptabilité physique. Souvent, on ne la voit pas parce qu'elle est monétarisée. Nous, on a souhaité pouvoir garder cette idée de compte physique parce que la Terre ne compte pas en euros et on pense que c'est vraiment important, notamment pour se référer à des limites planétaires ou des fondations sociales qui elles-mêmes ne sont aussi pas comptées en euros, qu'il fallait bien avoir cette comptabilité physique de fond. Donc ça, c'est un principe clé. On est intégré au système comptable parce qu'on a souhaité utiliser les codes aujourd'hui utilisés en entreprise.
une responsabilité étendue comme on a vu, une soutenabilité qu'on peut dire forte, on ne substitue pas les capitaux, on ne nette pas, donc ni dans les impacts négatifs et les impacts positifs, ni entre le CO2 ou les droits humains, les droits de l'homme. Donc, avec cette notion de budget pour respecter les limites planétaires et les fondations sociales, on arrive, comme on peut le voir sur la slide présentée, à des petits comptes de résultats et des petits bilans financiers et non financiers qui représentent chaque limite et chaque fondation. Je vais un petit peu juste parler de la manière dont ça se déroule. Je pense que c'est important de le comprendre pour comprendre un petit peu la mécanique. On calcule un budget calculé sur la limite et la fondation qu'on affecte à un stock, à l'actif, si c'est une limite à ne pas dépasser, ou à une dette au passif si c'est une fondation à respecter. Et on le fait par un enregistrement comptable extra-financier selon les différents périmètres. Ensuite, on suit la consommation réelle de ces budgets par des écritures comptables physiques. Donc, on diminue le stock il y a une diminution du stock, si la limite est à ne pas dépasser, ou une diminution de la dette si la fondation est à respecter. Dès lors que la limite est dépassée ou que la fondation n'est pas respectée, on dit que l'entreprise s'endette. Et ensuite, on a, pour chaque limite et fondation, une mesure par un indicateur physique avec un bilan et un PNL propre, puis ensuite une potentielle conversion et un lien avec qu'on est en train de travailler, un lien possible avec la comptabilité financière telle qu'elle existe aujourd'hui, avec l'idée de comprendre comment on peut se désendetter et quels moyens on mettrait en face de ce désendettement dans le cadre de la comptabilité économique existante. Donc voilà pour les principales caractéristiques du modèle. Je reste ensuite à disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup Delphine pour cette présentation justement du modèle LIFT. Donc là, Delphine vient de nous présenter ce modèle qui permet donc d'obtenir un bilan et un compte de résultats spécifique par sujet. Mais il existe aussi des approches, sur le slide suivant, des approches qui sont également des approches dites bilan et compte de résultats, mais dont l'output est extrêmement différent et qui intègrent directement de nouveaux agrégats au bilan et au PNL de l'entreprise. Et un des exemples de ce type d'approche est justement le modèle CARE. Et là, je vais passer la parole à Mathilde pour nous en dire plus sur ce fameux modèle CARE. Merci Sylvain. Bonjour à tous. Oui, en effet, le modèle CARE que je vais vous présenter dans les slides qui vont suivre fait partie des méthodes qui intègrent directement des nouveaux agrégats au bilan et PNL classique de l'entreprise. Alors, comme vous pouvez le voir à droite de ce slide, dans un bilan établi sur la méthode CARE, on trouve donc les capitaux financiers classiques, mais également les capitaux humains et naturels qui sont intégrés donc directement dans le bilan de l'entreprise. Alors, d'où vient cette méthode CARE? Donc, cette méthode a émergé dans les années 2012 et est développée par les professeurs Jacques Richard et Alexandre Rambaud. Elle est également développée au sein de la chaire comptabilité écologique, dont Alexandre Rambaud est co-responsable. La méthode a fait l'objet de plusieurs expérimentations en France, dont certaines sont publiées. Alors, sur quel concept clé repose cette méthode qui est le modèle CARE? Donc, le modèle CARE considère les capitaux humains, sociaux et les capitaux naturels comme des passifs à conserver, qui seront inscrits au bilan en valeur monétaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la soutenabilité de l'entreprise correspondra, selon le modèle CARE, à sa capacité à rembourser ses dettes financières, mais également ses dettes humaines et naturelles. Donc, maintenant qu'on a exposé les grands principes du modèle CARE, on se demande, mais qu'est-ce qu'on entend par capital naturel et qu'est-ce qu'on entend par capital humain? Et quelles sont les valeurs qu'on leur donne? Donc, pour illustrer cette slide, on va vous présenter des exemples concrets et parlants. Donc, un capital naturel peut, par exemple, être le sol que la société exploite pour les besoins de son activité. L'utilisation de ce sol, qui sera alors inscrite au bilan, va, par exemple, être une culture de blé.
Tandis qu'un capital social, lui, peut par exemple être la force de travail de l'entreprise, c'est-à-dire les employés qui sont mobilisés pour l'entreprise. Donc, comment donner une valeur à ces capitaux? Donc, comme on le disait lors de la slide précédente, les capitaux sont évalués au coût de conservation budgétée. C'est-à-dire que ces capitaux auront la valeur des dépenses nécessaires pour le maintien de ces capitaux. Et comme vous pouvez constater sur cette slide, le modèle CARE crée une nouvelle catégorie au bilan qui correspond aux préservations des capitaux. Donc, à quoi correspond cette catégorie? Donc, le modèle CARE dit que l'entreprise va devoir donc conserver ses capitaux financiers, humains, naturels, et pour cela, elle va devoir investir pour son activité de préservation. Donc, par exemple, dans la catégorie préservation des capitaux, on retrouvera des immobilisations comme des bacs de stockage de polluants. Donc, en effet, comme vous pouvez le voir, cet investissement apparaît au bilan selon la méthode CARE dans la catégorie préservation des capitaux. Donc, passons maintenant au compte de résultats selon la méthode CARE. Donc, ici, vous pouvez distinguer que la méthode CARE ajoute une nouvelle catégorie de charges produits. Donc, cette nouvelle catégorie de charges et produits correspond à la préservation des capitaux. Elle se distingue donc de la catégorie classique d'exploitation qui regroupe, elle, les consommations et les créations de valeur reliées à l'activité, au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'est une activité de préservation au compte de résultat? Par exemple, on aura des dépenses qui seront engagées pour préserver ce capital. Par exemple, la restauration du sol qui est exploité par l'entreprise et donc abîmé pour les besoins de l'activité de l'entreprise. Donc ici, nous voyons aussi l'accès aux capitaux qui correspond par exemple aux charges financières qui naissent d'un emprunt financier et aux charges exceptionnelles qui correspondent aux charges exceptionnelles telles qu'on entend dans la comptabilité classique. Donc ici, nous voyons bien que le résultat, selon CARE, sera un résultat global qui correspondra au surplus après conservation de tous les capitaux. Le profit, lui, donc, correspondra à un montant maximum que l'on peut dépenser sur une période tout en maintenant le capital sur cette même période. Donc, pour conclure sur la méthode, nous pouvons dire que contrairement à des modèles qui visent à évaluer le coût résultant de dégradation environnementale, CARE, elle, est focalisée sur l'évaluation des coûts de maintenance pour compenser la dégradation des capitaux qu'elle utilise pour son activité. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, on a fait, pas prétendre avoir fait le tour, mais on a fait le tour de la présentation de principales méthodes. On voit que ce sont différentes approches qui reposent toutes sur des concepts différents, qui produisent des outputs eux aussi très différents. On parlait de beaucoup d'initiatives. Et là, pour terminer cette partie, je vais me tourner vers Delphine, un peu, non pas pour nous faire une synthèse, mais pour nous dire un peu ton point de vue sur justement les avantages et inconvénients des différentes méthodes qu'on a pu voir. Oui, alors je pense que c'est important, je vois que les questions arrivent sur les comparatifs, les comparaisons, mais la première chose qu'il faut quand même se poser comme question, c'est l'intention des modèles. Et du coup, je pense que c'est important dans la phase aujourd'hui d'expérimentation et de recherche, d'essayer de mieux comprendre plus que les aspects techniques qui vont de toute façon trouver des solutions quelque part, de comprendre l'intention et la philosophie derrière les modèles. On a quand même une pratique qui s'est développée en France autour des modèles qu'on vient de présenter, qui est là pour re-questionner à la fois les business models et les pratiques des entreprises et aussi le rôle de la comptabilité financière. Donc, je pense que c'est des éléments importants et on est sur des sujets des modèles et des équipes de recherche qui titillent un petit peu les entreprises sur ce qu'elles doivent être et doivent devenir et sur aussi le rôle de la comptabilité là-dedans. Je précise quand même que dans le cadre du travail qui a été fait sur les changements systémiques, notamment par Donamido, dans son livre, que un système de mesure fait partie des conditions de pouvoir faire évoluer un système. Donc, c'est un point clé, c'est un élément très, très important. Donc, on est vraiment sur l'idée
quand on est sur une comptabilité multicapitaux, on doit quelque part ne pas pouvoir être à l'aise forcément sur ces résultats, et on doit pouvoir s'en servir pour faire évoluer son business model. Donc, on a des éléments quand même sur les modèles, notamment plutôt côté anglo-saxon, sur le fait qu'on mesure les impacts positifs et qu'on autorise le netting, qui peuvent poser question sur la façon dont ça peut obscurcir les impacts négatifs et montrer systématiquement un résultat plutôt avantageux. Donc, je suis pas la seule à avoir cette remarque-là, hein. En 2019, j'avais assisté à une conférence avec des praticiens où il y avait eu cette question en se disant, est-ce que ces modèles-là sont peut-être, avec cette idée d'impact positif relativement important, à retravailler, notamment pour pouvoir voir de manière plus claire les impacts négatifs et positifs séparément. Voilà. Et les modèles aussi qui se travaillent sont parfois un petit peu éloignés de cette mesure de la performance contextualisée qu'on essaye d'amener à travers les travaux qu'on réalise côté français. Donc, on est sur des méthodes aujourd'hui qui continuent à mesurer la performance incrémentale, et cette notion de limite planétaire fait tout doucement son chemin dans l'idée que ces méthodes-là devraient pouvoir l'intégrer. La VBA et le projet transparent qui fait partie de la VPA commence à en parler, mais c'est encore assez timide. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les modèles que vous regardez, dans les recherches, les expérimentations qui se font, il faut amener les modèles à travailler sur ces limites planétaires et ces fondations sociales pour que cette performance non financière soit contextualisée et pour intégrer cette notion budgétaire dans les comptes, comme on le fait avec l'IFS, mais comme aussi les travaux d'Olam ont pu le montrer par ailleurs. Et c'est quelque chose qui est relativement proche aussi des métiers du chiffre et du risque, hein, puisque on parle d'allocation, on parle de budget, ce sont des notions qu'en contrôle de gestion, on maîtrise assez bien. Donc, c'est des choses qu'on peut être amené à travailler relativement facilement, avec évidemment l'aide des sciences dures sur les chiffres et la quantification des limites planétaires globales. Donc, ce sont quand même des méthodes qui sont en cours d'élaboration. Il n'y a aujourd'hui pas de standard, il n'y a même pas encore de guide de bonnes pratiques et de principes. Donc, il faut se dire, mais qu'est-ce que je veux faire avec cette méthode? On en a parlé au début. Est-ce que c'est l'idée de remettre en cause mon business model? Est-ce que c'est de la communication? Est-ce que c'est l'idée d'avoir un budget CO2 pour chacun de mes managers? Donc, avec ça, il faut vraiment se poser la question de l'objectif pour trouver le modèle qu'on a envie de tester et de mettre en place dans l'entreprise. Par exemple, le LIFT va questionner la viabilité de votre business model, la véritable intégration dans les comptes financiers de gestion. Ça va permettre à un manager de s'approprier un budget en face de son budget financier, avec un autre budget CO2, un budget biodiversité et des fondations. Et est-ce que les entreprises sont prêtes à cela? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les managers sont prêts à manager plusieurs budgets, sont prêts aussi à se voir confrontés à une dette environnementale ou à une fondation sociale qui ne serait pas respectée? Donc, il faut faire attention à tout ça. Et puis, le dernier élément que je dirais sur tous ces modèles, nous sommes face à des modèles qui sont l'après-demain, comme on a dit, et il y a le demain, qui est en cours de normalisation au niveau national, au niveau européen et international. Et de ce fait-là, il faut faire aussi attention à ce que les indicateurs de performance soient cohérents. Il y a quand même, aujourd'hui, on le voit sur le CO2 depuis 20 ans, mais sur la biodiversité, de plus en plus, on va être amené à parler d'indicateurs communs. Ça va se faire très vite, hein. Les choses avancent à une grande vitesse. Et de ce fait-là, les modèles multicapitaux doivent aussi utiliser ces indicateurs de performance normalisés. C'est tout ce qu'il y a autour du modèle qui change, mais il va falloir faire ce lien-là pour que les entreprises qui reportent et les entreprises qui ont envie de tester des intégrations plus fortes au bilan et au compte de résultats puissent quand même avoir des données communes. Et cette donnée commune, ça va être cet indicateur de performance commun.
Merci beaucoup, Delphine. Je pense que vous avez entendu Delphine a parlé pas mal de fois et on l'a évoqué dans le cadre des différentes méthodes. Le terme de limite planétaire, ça fait partie des choses à avoir en tête, à regarder, à bien comprendre ce que c'est. Parce qu'évidemment, c'est un sujet de question de limite physique. De nombreux groupes aujourd'hui se questionnent. On se donne même des objectifs. Mais si ces objectifs sont totalement en décalage avec ces fameuses limites planétaires, est-ce qu'on a les bons objectifs? Trop, pas assez? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est développé de plus en plus fortement, qu'on développe aussi beaucoup dans la maison PwC, dans notre réflexion stratégique sur ces questions de performance. Alors maintenant, on va passer à la quatrième partie, sur les retours d'expérience, comment ça se passe, les points forts, les points faibles. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entreprises avec nous, 3 entreprises qui se sont intéressées au sujet. On va commencer avec la première, et je vais me tourner vers Laurence Barrère, que je remercie encore d'être avec nous, qui est directrice de la finance durable chez Kering, pour nous parler justement du ePNL de Kering, qui a été vraiment, il y a, je sais plus, 12 ans ou 13 ans, une vraie innovation. Tout le monde s'est dit, mais que se passe-t-il? Un compte de résultat environnemental, quoi est-ce? Donc justement, Laurence, vous avez mis ça en place il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'inscrit dans la stratégie du groupe? Oui, merci beaucoup Sylvain et à toute l'équipe PwC pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous ce matin. Donc effectivement, Kering a toujours été convaincu que pour devenir une entreprise réellement durable, elle doit prendre en compte le cycle de vie de ses produits. Et elle avait aussi une autre conviction en fait très très forte, qui est on ne peut réduire que ce qu'on est capable de mesurer. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons développé notre compte de résultat environnemental, notre ePNL, dès 2012, et c'est à travers ce ePNL que nous mesurons et nous quantifions nos progrès pour devenir un groupe plus durable. Donc je réexplique un petit peu effectivement ce que dit Olivier. Effectivement, l'ePNL est un outil pionnier qui permet effectivement d'évaluer l'impact environnemental des activités du groupe tout au long de sa chaîne de valeur et mesure 6 impacts que sont les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l'air, la consommation d'eau, la pollution de l'eau, la production de déchets et les changements d'utilisation des sols. Donc, c'est un outil de pilotage, c'est un outil effectivement également sur lequel nous communiquons nos objectifs. Nous nous étions engagés à réduire de 40% notre intensité ePNL par rapport à une baseline de 2015 avant 2025 et nous avons atteint cet objectif avec 4 ans d'avance en 2021 puisque lors de notre dernier ePNL publié, nous avons affiché effectivement une réduction de cette intensité en comparable de 41%. Cet ePNL est donc un outil de mesure, un outil de communication, mais également, à travers cet outil, le groupe Kering a toujours souhaité partager sa méthodologie. Donc, les datas utilisées sont en open source sur notre site Kering, parce que nous avons toujours souhaité développer une compréhension commune des priorités au sein du secteur, mais aussi, par cette transparence, encourager un mouvement global de transformation. Donc, pourquoi nous avons choisi cet outil? Donc, nous avons voulu choisir cet outil pour en faire vraiment un outil d'aide à la décision, un outil qui va nous permettre de prioriser les projets de développement du groupe et surtout orienter les choix quotidiens des équipes pour réduire cet impact. La méthode ePNL a 2 avantages vraiment principaux. C'est effectivement de prendre en compte l'impact total de nos activités en incluant toutes nos chaînes d'approvisionnement, donc de la production des matières premières. Donc on remonte aux activités d'élevage, d'agriculture, d'extraction, jusqu'à la distribution des produits et on y intègre depuis 2020 les cycles d'usage et de fin de vie. Et la deuxième raison, c'est la monétisation de ces impacts. Alors, les grands avantages que nous retirons de cette monétisation, c'est vraiment le fait de traduire ces impacts environnementaux dans un langage business et qui nous permet effectivement d'échanger beaucoup plus facilement avec nos équipes. Ça permet de comparer les 6 impacts que j'ai cités précédemment entre eux, qui ont des unités distinctes. Ça permet de les comparer beaucoup plus facilement et d'unifier effectivement notre communication. Donc, c'est un outil aujourd'hui qui se veut vraiment opérationnel.
Donc ce IPNL aujourd'hui il sert vraiment d'outil de communication et d'échange avec nos équipes à la fois nos équipes dirigeantes et des équipes opérationnelles. Donc au niveau de Kering et de nos maisons, nous passons en revue régulièrement avec les CEO de nos maisons les objectifs qu'ils ont quant à la réduction de leur empreinte environnementale, avec les plans d'action qu'ils mettent en face pour la réduire. Ensuite, effectivement, ces objectifs sont déclinés au sein de chacun de nos comités de direction avec toutes les équipes qui sont concernées, donc aussi bien les bureaux de style et les bureaux de recherche en matières premières, qu'aussi bien les départements qui sont en charge des achats, du développement de nos produits et également de la production. Le fait d'avoir cette data unifiée à travers l'euro, ça permet effectivement de faire comprendre rapidement à nos équipes l'impact de leurs décisions quant à leur choix de matière ou un pays de sourcing. Notre IPNL, on l'utilise aussi bien pour le choix des matières qu'aussi bien, par exemple, pour le packaging autour de nos produits, que ce soit dans des flux B2B ou des flux B2C. Au sein de nos équipes, ce IPNL, on ne se contente pas de le regarder en global, qui est le slide qu'Olivier vous avait présenté tout à l'heure, mais effectivement, on va de plus en plus, on le détaille par maison et on va dans un détail, on va dans la granularité. Quand on parle aux équipes développement de nos activités chaussures, maroquinerie ou prêt-à-porter, on peut leur montrer le résultat IPNL de leur activité. On leur montre effectivement les progrès sur l'année passée et les objectifs pour l'année à venir. On peut décliner également, pour l'instant, ça a été développé de façon manuelle par nos équipes, mais rentrer un peu plus dans un IPNL par produit, parce qu'on met à disposition de nos équipes les bases de données qui permettent de le faire. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été développées dans nos maisons pour avoir assez rapidement un IPNL par produit. C'est très apprécié des équipes. Donc quand on discute avec les équipes de design, avec les équipes de développement produit, elles peuvent voir directement l'impact du choix de la matière si elles utilisent une matière beaucoup plus innovante, une matière plus certifiée, une matière recyclée. Elles peuvent voir directement l'impact sur le IPNL et on peut descendre effectivement au niveau impact de la matière elle-même. Donc j'allais dire c'est vraiment un outil aujourd'hui qui est utilisé par nos opérations, qui est plutôt bien adopté, quand même la composante euro est bien adoptée parce que c'est vrai que ça permet d'unifier le langage. Il sert également dans quelques maisons quand nous déclinons des objectifs individuels de sustainability. Il peut servir à être dans ses composantes à être un des indicateurs. Donc ça, c'est vraiment les grands avantages qu'on retire avec nos maisons, avec nos parties prenantes également, donc notamment nos fournisseurs. Ça a permis de renforcer notre collaboration et vraiment de prolonger cette collaboration et ces échanges sur les enjeux environnementaux de nos matières. En termes de retour d'expérience sur les prérequis de la mise en place de notre outil, donc effectivement, comme vous l'aviez dit, nous avons 10 ans de mise en place de ces outils. Donc, à la base, on a eu une impulsion de notre CEO très, très forte afin de mobiliser des équipes. Il a fallu effectivement avoir l'adhésion de toutes nos équipes, notamment le développement produit, la production, le sourcing, parce qu'il y a eu un travail très important de mapping de notre chaîne de valeur et de collecte des données primaires qui sont la consommation des matières. Et nous avons également incité fortement les fournisseurs pour maximiser et la qualité et la quantité des données que nous collectons. Et enfin, on s'est entouré également de bons experts qui nous permettent d'actualiser régulièrement nos connaissances et l'utilisation des bases de données d'analyse de cycle de vie que nous utilisons dans le modèle. Donc aujourd'hui, en termes de prospective,
effectivement, j'ai parlé du IPNL par produit, donc c'est aussi quelque chose que nous regardons. Et effectivement, nous sommes dans un flux continu d'amélioration, et notamment pour continuer la digitalisation de cet outil et en faire un outil beaucoup plus prospectif, avec une fréquence de production plus régulière. Je disais donc merci beaucoup Laurence pour ce témoignage. Je rappelle que vous publiez énormément d'informations sur le site du groupe, sur la méthode, l'approche. Comme vous l'avez dit, vous avez voulu dès l'origine partager ce type d'initiative. Maintenant, je vais me tourner vers Nadia Ruellan, qui est, je le rappelle, chef de projet RSE chez GRDF. Nous avons le plaisir d'accueillir. Et bien justement, Nadia, vous faites partie, enfin GRDF fait partie des entreprises qui ont initié aussi un projet de comptabilité multicapitaux. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire, en commençant, comment ça s'inscrit dans le contexte de votre groupe? Absolument. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour évoquer ces sujets de comptabilité multicapitaux qui nous passionnent chez GRDF. Alors peut-être juste avant de vous expliquer comment ça s'inscrit dans notre contexte et dans notre stratégie, un petit mot sur GRDF qui n'est pas forcément bien connu de tous. Donc c'est une filiale indépendante d'Engie, GRDF, qui a été créée en 2007 et qui est en charge en fait des activités de distribution de gaz en France et non pas de fourniture. On a donc une mission qui est une mission de service public qui va consister à distribuer chaque jour le gaz à plus de 11 millions de clients qui donc utilisent le gaz dans leur habitation, et ce, quel que soit leur fournisseur. Voilà. Alors évidemment, pour accompagner la transition énergétique, l'idée, c'est de progressivement transporter de plus en plus de gaz renouvelable en lieu et place du gaz fossile, avec un objectif très ambitieux qui est de distribuer 100% de gaz renouvelable ou de gaz vert, on l'appelle aussi comme ça, d'ici à 2050. Voilà, donc ça c'est pour le contexte général. Pour bien comprendre de quoi on parle, et ça va faire le lien avec nos expérimentations en comptabilité multicapitaux, peut-être un mot sur ce gaz renouvelable, ce gaz vert qui est donc 100% renouvelable, qui est produit en fait à partir de biomasse. Un des processus de production de ce gaz vert étant la méthanisation agricole, qui va donc consister en fait pour un agriculteur ou pour plusieurs agriculteurs qui se mettent en commun, à installer ce qu'on appelle un méthaniseur sur leur ferme, sur leur exploitation, qui va être alimenté donc en biomasse, qui sont en fait majoritairement des déchets agricoles, pour produire du gaz renouvelable donc, qui sera injecté dans le réseau de distribution et qui ira donc être distribué vers les 11 millions de clients qui sont connectés au réseau. Notre mission donc, au-delà de la pure distribution d'énergie, vous l'avez compris, c'est d'œuvrer pour l'essor de ces gaz renouvelables, de ces énergies renouvelables, et de faire en sorte que la filière de méthanisation agricole notamment émerge, et ça selon un modèle de méthanisation à la française que l'on veut durable et évidemment dans le respect des limites planétaires. Et c'est ce que nous défendons chez GRDF. S'agissant de la stratégie et du contexte de GRDF toujours, peut-être, il est important de mentionner que nous nous sommes dotés d'une raison d'être il y a de ça maintenant, 1 an et demi, bientôt 2 ans, que je vais prendre plaisir à vous citer, qui est la suivante. Et c'est donc agir pour donner au plus grand nombre le choix d'une énergie d'avenir, performante, renouvelable, sûre et abordable, au cœur de la vie des territoires, très important. Donc là, on remet bien au centre de notre stratégie, de notre raison d'être, ces notions de durabilité et de transition nécessaires. Voilà, donc vous l'avez compris, les questions environnementales, elles sont vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. On a un projet d'entreprise qui intègre directement des engagements RSE, qui sont au nombre de 9, qui sont pilotés, monitorés directement par les métiers. Et donc évidemment, toutes ces questions autour de l'ESG, c'est des questions sur lesquelles on réfléchit et on travaille beaucoup depuis maintenant plusieurs années. Alors s'agissant des objets de taxonomie et des PEF, comme on est filiale du groupe Engie, on contribue en fait à ces productions-là de la part de notre maison mère. En revanche, on est bien autonome sur les questions de gouvernance durable, notamment. Et on se prépare en ce moment même, notamment à la CSRD, histoire d'être pas pris au dépourvu quand l'obligation interviendra, mais d'être bien préparé et de maîtriser
ce dont on parle, et on travaille là-dessus avec la direction financière et le secrétariat général, et donc la RSE que je représente, pour préparer un petit peu l'avenir. Et donc j'en viens à notre sujet du jour. On a commencé à s'intéresser à la comptabilité multicapitaux il y a de ça maintenant 3 ans, parce qu'on intuitait justement, que ces questions de performance globale, extra-financière, allaient devenir incontournables et que ça faisait tout son sens en fait chez nous. Puisque vous l'avez compris, à travers ma petite introduction, on s'attache vraiment à faire en sorte que les questions de développement durable, de durabilité, de soutenabilité, elles ne restent pas au niveau, stratégique, théorique, mais bien qu'elles soient infusées, distillées dans les métiers. Et ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à opérationnaliser, la prise en compte de ces enjeux. Voilà, juste un mot pour dire qu'en dehors de cette volonté de distiller dans les métiers, on a vu en fait une vraie opportunité pour nous, de valoriser notre travail autour de l'essor des gaz verts. Et c'est aussi la raison pour laquelle on s'y est intéressé. Et pourquoi justement vous avez choisi la méthode LIFT alors pour se lancer dans ce projet? Alors, peut-être juste avant Oui. d'entrer sur la méthode LIFT, dire un mot sur le périmètre de l'étude, parce que c'est quand même une spécificité qu'il est important d'expliquer avant de rentrer dans le vif du sujet. En fait, ce qu'on a souhaité étudier, c'est pas le périmètre global de l'entreprise finalement, mais c'est le périmètre justement d'une unité de méthanisation. Donc ce que j'expliquais juste avant. Ce qui nous intéresse, en première intention, c'était de pouvoir mesurer en fait les impacts de l'objet qui finalement constitue vraiment le cœur de notre réacteur en termes de transformation, à savoir, une exploitation agricole qui met en œuvre, sur sa ferme, une unité de production de gaz renouvelable. Donc on s'est intéressé à cet objet-là, qui est l'unité de méthanisation. Et donc pourquoi LIFT? En réalité, on n'a pas commencé par LIFT. En fait, on a commencé par CARE il y a de ça 3 ans, qui est apparue à ce moment-là, comme la méthode en fait qui s'imposait, qui commençait à être, testée, un petit peu connue, qui s'est donc imposée d'elle-même puisqu'elle était, disponible, même si toujours en recherche et développement, comme les autres. Mais, voilà, on en entendait de plus en plus parler, et puis on a surtout trouvé beaucoup d'acteurs en mesure de nous accompagner, sur l'expérimentation, en fait, le test de cette méthode. Donc on a commencé par ça, et puis, quand on a eu terminé, convaincus en fait de l'intérêt de tester, ces méthodologies de triple capitaux, enfin de comptabilité multicapitaux appliquées à cet objet d'unité de méthanisation, on a commencé en fait par se poser la question justement de la bonne méthode, parce qu'on commençait à voir émerger d'autres solutions. Et donc on a, sollicité, PricewaterhouseCoopers pour, nous aider à, screener en fait, les différentes méthodes disponibles et à réaliser un benchmark pour voir en fait, laquelle d'entre elles était la plus, intéressante, pour l'objet que nous souhaitions étudier. Et il en est ressorti, effectivement, que, LIFT, s'avérait, tout à fait répondre à nos exigences, parce que rapport direct aux limites planétaires, parce qu'avant de monétariser, on passait par une mesure en unité physique, et ça évidemment pour une entreprise du secteur de l'énergie qui défend un modèle de production qui repose sur la biomasse et sur des exploitations agricoles, ça nous a parlé très fort. Et donc c'est ce qui a fini de nous convaincre, de tester cette nouvelle méthode après avoir testé CARE. On s'est donc intéressé à LIFT. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le retour d'expérience, bien sûr, à ce stade du projet? Oui, alors c'est pas terminé, on est encore en plein dans l'étude, avec vos collègues notamment. Alors ce que je peux dire déjà pour commencer, c'est qu'on a, la chance d'avoir un top management chez GRDF qui est ultra convaincu, ultra embarqué, très moteur, et effectivement, très positif à l'idée de se positionner un peu comme un early adopteur pardon, de ces méthodes, parce que c'est hyper connecté à notre stratégie, parce que ça nous parle évidemment, et parce qu'on est convaincus que, c'est indispensable maintenant de pouvoir sortir de l'approche, strictement financière pour avoir une vision, plus holistique et dont on puisse, collectivement se saisir au-delà de la stricte sphère, financière, en fait.
En termes de retour d'expérience, je dirais que ce qui a été important et ce qui reste important pour nous, c'est d'avoir réussi à réunir en fait, différents métiers, autour de ce projet, autour de cette étude. En fait, on travaille en équipe, projet élargie. On représente 3 métiers différents. Donc il y a bien sûr la direction financière, évidemment, mais il y a aussi la direction, biométhane chez nous, qui est une direction technique et scientifique. Et puis la, direction de la stratégie avec la RSE que je représente aujourd'hui et je dirais que voilà, le fait de s'être, organisé en équipe projet comme ça pour adresser ce sujet, c'est vraiment une clé de réussite et d'appropriation. Hem Et c'est ce qui a fait chez nous, qu'effectivement, on arrive à avancer, on est tous hyper convaincus, de l'intérêt, on en parle autour de nous, ça devient un sujet d'entreprise en fait, hein, et c'est plus seulement encore une fois un sujet, strictement, cantonné, aux équipes de la direction, finance et performance. Évidemment, on l'a pas fait tout seul, ça c'est important à dire aussi, hein. On Oui. travaille avec Price, donc avec vos collègues. On travaille aussi avec AgroSolutions. Alors les 2 ont un rôle, très différent et travaillent ensemble, hein. Price va davantage être sur, toute la définition de la méthodologie de l'étude, tout ce qui est relatif au choix des indicateurs, environnementaux et sociaux à, adresser et qui sont pertinents dans le cadre de l'étude. On a beaucoup réfléchi ensemble là-dessus. Évidemment, toute la relation avec la chaire et notamment avec, Delphine et ses équipes. Et puis, mais on n'en est pas encore là, on compte beaucoup sur Price, sur toute la partie, valorisation et pédagogie autour des résultats parce que ça, c'est hyper important pour nous. Et puis avec AgroSolutions, donc là, on est davantage sur, les relations justement avec les agriculteurs qui font l'objet de l'étude. Toute la partie récolte des données qui est une partie, qu'on avait sous-estimée lors de notre première expérimentation, mais qui prend énormément de temps et qui évidemment est clé, pour pouvoir aboutir à des résultats robustes. Donc ça, c'est un très, très gros travail qui a été fourni par AgroSolutions. Et puis, AgroSolutions, sur la base des indicateurs qui ont été choisis avec Price, procède aux mesures en fait, des unités physiques. Voilà, donc chacun a son rôle bien défini et on travaille comme ça en triptyque. AgroSolutions, Price, GRDF et puis chez nous, à 3 têtes aussi, puisqu'on a la direction financière, la direction, scientifique biométhane et puis la direction, de la stratégie. Même. Voilà, on n'a pas, en termes de retour d'expérience, pardon, juste on a un mot pour dire qu'on n'a pas eu de difficultés particulières, on est très bien accompagnés. On a réussi, grâce à l'accompagnement justement de Price à bien appréhender la méthode, y compris pour les non financiers, à se mettre d'accord sur le choix des indicateurs, à étudier. Et pour l'instant, tout va bien. Voilà, on attend les résultats avec impatience et surtout, on a hâte de voir ce que ça va donner et d'être en mesure d'en parler, plus largement. Ben, merci beaucoup Nadia, merci pour les mots sympathiques concernant nos équipes. Et c'est vrai que ce sont des projets à la fois innovants, extrêmement passionnants, complexes, hein, il ne faut pas se le cacher, mais réellement passionnants. On a tous le sentiment qu'ils dessinent un peu l'avenir. Et vous avez mentionné un point qui est particulièrement important, hein, que parfois on oublie, mais la partie data. Avoir des data, les collecter, les récupérer, des data de qualité, c'est quelque chose qu'il faut s'anticiper, qu'il faut anticiper. Il y a un vrai enjeu autour de la data aujourd'hui. Donc vraiment merci pour cette intervention. Et maintenant, on va continuer avec un autre exemple, donc, qui est Danone, qui fait partie des entreprises qui se sont aussi lancées dans ces questions de comptabilité multicapitaux, qui sont d'ailleurs avec nous des partenaires de la chaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir et de pouvoir échanger avec Laura Palmero, qui est directrice finance durable dans le groupe. Et donc, Laura, la première question que j'ai pour toi, donc le groupe est partenaire de la chaire Audencia, vous expérimentez au niveau du groupe sur une des filiales la méthode LIFT. Donc, même question, mais pourquoi avoir initié un tel projet? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vois beaucoup d'amis avec qui ça fait des années, des décennies même, qu'on travaille ensemble, dont PwC et Delphine, évidemment. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a commencé ces projets de comptabilité multicapitaux? Mais la réponse pour ceux qui connaissent un peu l'historique des Danone, et heureusement, on a probablement de gens qui participent au call aujourd'hui qui sont en France et qui connaissent un peu les legacy des Danone.
On a, disons, à la base, au début de la création de notre groupe, un double projet économique et social qui a été énoncé historiquement dans son discours, le discours de Marseille prononcé par Antoine Riboud à l'époque, qui a dit que l'entreprise doit avoir un projet économique, mais aussi un projet social. Il a un peu parlé des bases de ce qui est la sustainability aujourd'hui, ou le développement durable, sans le nommer comme ça, puisque à l'époque, tous ces termes-là n'existaient pas. Il a dit même qu'on n'a qu'une seule planète Terre et que la responsabilité de l'entreprise ne finit pas à la porte de nos bureaux ou à l'entrée de nos usines. Donc, déjà, disons qu'à la base, on est très intéressé pour essayer de comprendre quel est l'impact que notre entreprise a sur les parties prenantes externes aussi. Donc, évidemment, à partir de ça, on s'est posé des questions toujours de comment est-ce qu'on peut mesurer les impacts de façon à pouvoir les manager. Parce que, comme il y a plein d'intervenants qui l'ont déjà signalé, on ne peut pas manager des choses qu'on n'a pas mesurées avant. Donc, déjà, en 2001, on a lancé un projet plutôt interne qui s'appelle Danone Way, dans lequel je rappelle que PwC et personnellement Sylvain Lambert était à la base dans ces projets qui est devenu quelque chose, un peu une colonne vertébrale de la sustainability chez Danone, qui est Danone Way. Aujourd'hui, Danone Way, c'est un processus et un outil qu'on a en interne chez Danone, mais qu'on fait auditer une fois par an et pour lesquels on a une vérification spéciale qu'on met à disposition du public. Et c'est un outil pour mesurer les niveaux d'implémentation de nos différentes pratiques et de nos différentes policies et partout dans le monde, dans toutes nos filiales autour du monde. Donc, ça a été le début. On ne s'est pas arrêté là. On a commencé à publier des Sustainability Reports à l'époque. Après, on a continué avec l'Integrated Report. On a fait partie de l'IIRC depuis le début de l'initiative. Et plus récemment, ça fait quelques années, après l'apparition des SDGs, des Sustainable Development Goals des Nations Unies, on a décidé de reporter par rapport aux SDGs pour que ça soit clair comment est-ce qu'on était en train de contribuer à cet agenda global que pour l'instant, c'est un peu l'énor et c'est la première fois où il y a vraiment un agenda global pour atteindre des objectifs de développement durable. Donc, du coup, on a été un peu toujours dans l'innovation dans les groupes, se posant la question de comment est-ce qu'on pouvait aller plus loin. Et donc, c'est évident que au-delà de faire beaucoup de reporting et de mesurer plein d'impacts dans notre entreprise, on voulait aller plus loin et on s'est posé la question avec Delphine, avec Sylvain, d'aller vers une comptabilité multicapitaux, pour l'instant d'une façon un peu expérimentale. On est en train de commencer à l'appliquer dans une de nos filiales. Pour ceux qui habitent en France, c'est la filiale Lait de Vache. Donc, pour ceux qui connaissent cette marque de nos produits bio, produits laitiers bio. Et donc l'enjeu pour Danone, c'est clair, en fait, et il est double. C'est qu'on a gagné par rapport à une comptabilité multicapitaux, c'est premièrement en interne, c'est qu'on aime appeler le management accounting. C'est un outil pour pouvoir indiquer d'une façon très claire à chacun des intervenants chez Danone qui peut prendre des décisions pour faire en sorte que Danone soit plus responsable dans l'avenir, quel est dans leur champ d'action, quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en place pour améliorer les indicateurs
auxquels on arrive. Donc, c'est justement identifier quels sont les leviers d'action et pour pouvoir embarquer toute l'organisation vers une transformation qui est tellement nécessaire aujourd'hui. Donc, ça, c'est un des objectifs principaux. L'autre objectif, c'est de faire part de ces informations en externe pour une question de reporting, pour partager ça avec nos parties prenantes, pour avoir des discussions qui font du sens sur des challenges en commun et pour créer la transparence tellement nécessaire aujourd'hui pour créer des liens je dirais, de confiance avec les parties prenantes et pour pouvoir évidemment démontrer quelles sont nos avancées d'une année sur l'autre. Je crois que tu nous as bien dressé le pourquoi, les enjeux, mais justement, qu'est-ce qui a motivé le choix de la méthode LIFT? Et puis, je dirais, en corollaire, pourquoi vous êtes lancé aussi dans l'aventure de la chaire d'Audencia? Alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai connu, comme je viens de vous dire, j'ai une longue histoire avec PwC et avec Delphine. Et Delphine est une passionnée de ça, je la connais depuis des années. Et on a des discussions assez passionnées sur ces sujets. Et c'est elle qui m'a introduit à la méthode LIFT. On a discuté beaucoup sur les différents méthodos qui ont pu être présentés aujourd'hui. Et en fait, moi, je dirais qu'il y a, en y réfléchissant, il y a 3 points principaux pour lesquels on a décidé d'aller vers la méthode LIFT et de rejoindre la chaire. En fait, la première, c'est qu'aujourd'hui, de toute évidence, pour ceux qui sont un peu dans les mouvances du développement durable autour de cette table virtuelle, on sait aujourd'hui qu'il faut aller vers une vision des limites planétaires. Et ça, c'est quelque chose de très structurant dans la méthode LIFT. Et on voit clairement que ça fait des années que les entreprises sont en train de dire « j'ai réduit tel impact de 10% » et d'autres qui disent « je vais réduire de 30%, etc. etc. » On ne sait pas vraiment si les 10% d'une, c'est plus challenging ou meilleur, en tout cas, que les 30% de l'autre. Il n'y a aucun point de référence. Les seuls points de référence qui vaut la peine d'avoir en tête, c'est les limites planétaires. Et on voit dans l'essence de l'histoire que c'est exactement ce qui est en train de se passer côté environnement et côté climat. C'est là où les mesures et les initiatives sont les plus, je dirais, mûres dans la planète. Et aujourd'hui, ce qui fait référence, ce qui commence à s'établir comme une référence, c'est SBTI, donc the Science Based Targets Initiative. Et toutes les grandes entreprises qui ont pris sérieusement des engagements pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre sont en train, soit ils sont déjà engagés dans cette démarche, soit ils sont en train de s'engager en ces moments. C'est le cas de Danone. On vient de soumettre notre dossier à SBTI pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, de façon à contribuer à atteindre l'objectif de 1,5 degré d'augmentation de la température globale. Donc, évidemment, l'essence de l'histoire, ça va dans les limites planétaires et on voulait s'inscrire dans une méthode qui tient compte des limites planétaires. Après, il y a quelque chose qui me tient à cœur, et là, je pense que Delphine va un peu sourire parce qu'elle me connaît, ça fait des années que je suis assez passionnée par ça. Et quand je fais des présentations sur les sujets, je commence parfois avec une phrase qui m'a beaucoup touchée, qu'il faut le dire en anglais parce qu'en français, ça ne fait pas du sens. Et c'est not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Donc, ça veut dire que grosso modo, il y a des choses, et ça a été un peu évoqué déjà par d'autres intervenants,
quand on travaille avec des sujets de sustainability, il faut accepter que parfois, on va devoir travailler avec du qualitatif et pas du quantitatif. Et surtout, quand on arrive à avoir de la data quantitative, il faut accepter que pas tout va pouvoir être traduit en monétaire tout de suite. Je vois parfois des méthodes qui demandent énormément de travail humain, qui demandent énormément je dirais, des hypothèses qui ne correspondent pas d'une entreprise à l'autre, donc qui sont juste une opinion, anyone's guess, comme on dit en anglais. Et du coup, je me demande à quel point ça peut servir à la prise de décision et surtout à la comparabilité entre les entreprises pour déterminer l'effort global qu'on doit faire pour atteindre nos résultats d'une façon collective. Donc, je me dis qu'il y a certains KPIs qu'on peut suivre d'une façon monétaire et qu'on peut mélanger avec nos états comptables, soit les comptes de résultats, soit les actifs et passifs. Mais il va y avoir quelques-uns qu'il va falloir suivre en ce qu'on appelle les flux physiques. Et c'est ça qui me plaît dans la méthode LIFT. Il faut toujours passer par des indicateurs physiques qui parlent à certains de nos parties prenantes et de nos parties prenantes internes aussi, les gens qui doivent travailler sur ces sujets. Et pas tout va finir par être monétarisé. Ça, c'est une discussion à part. Et finalement, un point super important pour lequel je fais de l'advocacy pendant mon intervention aux Nations Unies, j'ai travaillé au United Nations Global Compact sur ces sujets de mesures pendant 3 ans à New York récemment. Et j'ai beaucoup travaillé aussi avec B-Lab sur la mesure des B Corp. Et à chaque fois, il y a un point qui me tient à cœur particulièrement, que c'est pas de faire de netting, pas de compensation entre les sujets. Ça peut paraître une évidence, mais il y a des initiatives qui demandent à avoir une note globale pour une entreprise. Moi, je trouve que ça permet de faire des compensations entre, par exemple, si j'ai une excellente gestion de mes gaz à effet de serre, de mes déchets dans les usines, des SOUC, etc., et je peux les compenser avec une note très basse sur les droits humains, la gestion des droits humains dans ma supply chain. Je trouve ça inacceptable du point de vue, disons, méthodologique et d'honnêteté de ce qu'un groupe peut communiquer. Donc, je pense que pas faire des compensations entre les sujets, c'est une question vraiment qui me tient à cœur, et c'est une des caractéristiques aussi des LIFT. Écoute, merci beaucoup Laura pour ton témoignage et puis pour toutes ces informations extrêmement riches. Je pense qu'on va pouvoir rentrer maintenant dans la dernière partie de notre session du matin sur justement les enjeux et les perspectives autour de la comptabilité multicapitaux. Et justement, je vais poser la question à Delphine pour terminer. Justement, Delphine, comment tu vois l'avenir de la comptabilité multicapitaux? Comment ça se passe? Est-ce qu'on imagine une normalisation? Enfin, en gros, un petit peu de prospective. Alors oui, je pense qu'on peut envisager une normalisation. Il y a des travaux en cours dans ce sens, des rapprochements, des groupes, des networks. Il y a du côté de la VBA dont on a parlé, la Value Balancing Alliance, des financements de l'Europe. Donc, on peut s'imaginer que c'est en cours. Malgré cela, je mets un petit bémol dans le sens où l'expression favorite de Patrick de Cambourg, c'est qu'on se tient sur 2 jambes. Donc, la manière dont la standardisation s'est faite autour du reporting extra-financier s'est faite autour de 2 piliers bien séparés, avec cette notion de connectivité qui est en train de se faire sur les chiffres financiers, etc. Donc, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a à la fois une prudence qui dit nous sommes sur un terrain de jeu où les normes financières sont acquises, stables,
et il ne faudrait pas y toucher. Et à la fois, on est sur des expérimentations et de la recherche et des avancées sur le terrain du multicapitaux qui vont très, très vite. Donc, oui, la normalisation va sans doute se faire dans les prochaines années. Il va y avoir des groupements, des échanges qui sont déjà réguliers entre les entreprises à travers l'intermédiation de la Capitals Coalition, du WBCSD, sur les sujets de mesure d'impact, sur les bases de données, sur la monétarisation. Donc, tous ces éléments-là sont bouillonnants et vont amener à avoir des choses qui se rapprochent les unes des autres au fur et à mesure des années. Et vous allez voir effectivement se développer une normalisation. La difficulté qu'on a, c'est que cette normalisation aujourd'hui se fait d'un côté, du côté des modèles anglo-saxons, peut-être que côté français, où on a des modèles qui sont dans des chaires avec un appui de mécènes, ne trouvent pas cette porte d'entrée plus nécessaire à la normalisation. Et c'est peut-être un appel du pied en disant les travaux que l'on réalise aujourd'hui et pas forcément les modèles en eux-mêmes. Il faut regarder les caractéristiques des modèles plutôt que le modèle A, B ou C pourrait amener des éléments clés dans la normalisation du multicapitaux qui est parfois difficile à faire entendre dans le mode anglo-saxon, malgré le fait qu'on a énormément de liens. Donc ça, c'est peut-être le petit bémol. Et puis, dans le travail que vous allez faire quand vous regardez les différentes méthodes, je réitère la nécessité de regarder les objectifs et de savoir si on a envie de raconter une belle histoire, si on a envie de piloter une stratégie du changement ou si on a envie de faire appel, comme Laura l'a rappelé, aux limites planétaires, etc. Donc, il faut malgré tout, dans ce mouvement de normalisation, dans ce mouvement peut-être déjà de cohérence des méthodes et de principes qui pourraient être amenés à prendre forme, il faudrait que dans ces principes, on y voit un petit peu ces éléments-là dont on a parlé tout le long de ce programme aujourd'hui. Merci Delphine. Alors effectivement, peut-être pour commencer à résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, on a vu que les outils de comptabilité multicapitaux peuvent prendre des formes assez variées. On voit qu'on peut distinguer un certain nombre de points forts de ces méthodes et de répondre à certains des besoins émergents dont on a parlé au début de la séance. Notamment, le premier, c'est d'identifier les impacts prioritaires, voire de les hiérarchiser d'un point de vue environnemental et social, et ainsi de faciliter la prise de décision et la préparation des plans d'action. On anticipe ainsi les risques et les actions à mettre en place, et surtout, on a un outil d'évaluation de la performance globale. Je pense que c'est ça qui permet d'aller encore plus loin que ce que la CSRD va pousser les entreprises à faire, c'est d'avoir vraiment cette vision globale et partagée entre RSE notamment et direction financière, et d'être, à travers cet outil global, également transparent vis-à-vis des parties prenantes et de sensibiliser sur ces enjeux environnementaux et sociaux. Alors néanmoins, il y a un certain nombre d'enseignements également qu'on a pu tirer, qui sont plutôt d'ordre vraiment concret dans la mise en place de ces outils. Premièrement, c'est un principe de progressivité dans la mise en place. C'est-à-dire qu'on constate que voilà, les sociétés, les personnes qui ont pris la parole représentent des sociétés qui sont relativement vastes. Essayer de faire d'un coup l'outil et de faire une comptabilité multicapitaux à l'échelle de la société globale d'un groupe complet peut être très compliqué la première année. Donc, on a un principe de simplicité, de commencer peut-être par des pilotes qui permettent de se familiariser avec l'outil pour bien comprendre comment marche la mécanique et puis de se familiariser avec les différentes pratiques. Et également, on voit à travers les fournisseurs qui sont très nombreux en général, donc on n'aura pas forcément la possibilité d'interroger tous les fournisseurs, donc il y a un principe d'extrapolation qu'il faut accepter et de partir d'une idée qu'on représente la chaîne de valeur à travers des points particuliers et qu'après on extrapole à l'ensemble de la chaîne. Sur un certain nombre de sujets, les informations sont nouvelles. On n'a pas encore tous les coefficients, toutes les informations pour couvrir tous les indicateurs. Donc, on est encore en termes
création d'indicateurs, on voit qu'on a un certain nombre de sujets à couvrir et on a encore, au fur et à mesure, des phases de développement des indicateurs. Voilà. Aussi en termes d'univers de jeu, en fait, de scope sur lequel on va calculer ces indicateurs, il faut se fixer des limites, qu'elles soient géographiques, mais également temporelles, puisque parfois les impacts d'une entreprise peuvent être repoussés dans le temps, voilà, il faut se dire qu'on voilà, on a à couvrir l'année en cours pour être cohérent avec le compte de résultats, mais il faut aussi intégrer parfois ce que l'entreprise va générer du fait de l'activité de l'année dans le futur et se fixer des règles sur comment est-ce qu'on prend en compte ces impacts futurs. Voilà, donc les méthodes d'évaluation ne sont pas toujours disponibles, je viens d'en parler. Et in fine, si on cherche à industrialiser au-delà d'un compte de résultats pilote pour institutionnaliser la méthode et la rendre pérenne, le travail d'industrialisation peut être long et demandeur de ressources. Donc voilà, il ne faut pas négliger cet aspect ressources et fonctionnement avec des unités, enfin, des personnes qui sont dédiées, pas forcément à 100%, mais quand même à un temps assez important de leur année sur ces sujets de récolte et de fabrication des outils de calcul. Merci Olivier pour ce retour d'expérience. Alors pour conclure maintenant, une dernière question sur le sujet de la monétisation des résultats qui représente effectivement un enjeu réel pour ces méthodes. Donc Olivier, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes approches de monétisation qui existent aujourd'hui? Alors effectivement, on a souhaité finir sur cette conférence sur l'aspect monétarisation parce qu'en fait, c'est un des sujets sur lesquels il y a beaucoup encore de réflexion et de développement et on n'est pas encore à un stade de normalisation. Donc, pour vous présenter un peu les différentes directions dans lesquelles on peut placer cette monétarisation, qui, comme le rappelait Delphine, est une étape qu'on peut considérer comme optionnelle dans un certain nombre de cas sur la comptabilisation des multicapitaux, on peut prendre une première vue qui serait de considérer qu'un impact environnemental cause des dommages. Un peu si on prend l'exemple d'un pétrolier qui a une marée noire, on suit le pétrole et on voit jusqu'aux côtes, et puis voilà, on a des impacts qui sont la diminution, par exemple, des activités de pêche autour de la côte. Il faut également dépolluer, donc on va regarder vraiment les dommages et essayer d'estimer quels sont leurs impacts sur l'économie, voire sur la biodiversité. Alors, on voit que ces méthodes correspondent à ce qu'on peut intuitivement associer à la notion d'impact environnemental, mais on voit également qu'il peut y avoir des incertitudes assez fortes sur le chiffrage des différents dommages. Donc, une deuxième méthode a également s'est développée et peut être proposée, qui consiste là plutôt à prendre la monétarisation sous l'angle de combien ça coûterait d'éviter de polluer. Donc d'avoir par exemple des pétroliers double coque, pour garder cet exemple de la marée noire, et donc de voir comment est-ce qu'on pourrait prendre le problème à la source et éviter un certain nombre d'émissions polluantes. Voilà. Donc là aussi, il y a des bases de données. Le point faible peut-être de cette approche, c'est que si on a par exemple, si on se place au niveau européen, on se dit on a des politiques de réduction, par exemple de l'acidification, des émissions de gaz acides, et on va chiffrer ces coûts de monétarisation à partir des objectifs européens. Si ces objectifs européens ne sont pas assez ambitieux, on n'aura pas forcément pris en compte à la mesure qu'il faut la problématique qu'on cherche à quantifier. Et enfin, une troisième méthode qui est peut-être plus locale, c'est la propension à payer. Donc on regarde au niveau vraiment de chaque lieu où a lieu une problématique environnementale ou sociale, et on regarde ce que les riverains seraient prêts à payer pour vivre avec le problème qui se pose. Le sujet sur cette méthode 3, en termes de monétarisation, c'est que ça suppose des envois de questionnaires assez précis, et donc on a besoin de récolter énormément d'informations locales, et cette méthode suppose donc d'avoir un temps et des efforts assez importants à mettre en place. Ben, merci beaucoup Olivier pour ces précisions techniques. Donc, vous l'avez compris, notre présentation touche désormais à sa fin. Donc, qu'en retenir? Ben, cette question de la comptabilité multicapitaux, c'est un enjeu réel à venir, important, hein, ce rapprochement entre le financier et l'extra-financier autour de la notion de performance devient clé. Ça permet vraiment justement d'intégrer ces enjeux, ces externalités dans le pilotage de la performance.
Aujourd'hui, les signaux sont clairs du point de vue du régulateur, les initiatives existent, c'est vraiment le chemin sur lequel on va. Data ESG égale data finance, on l'a annoncé, c'est en train d'arriver. Des tas de méthodes sont en cours de développement. Beaucoup d'acteurs économiques s'emparent de ces sujets, se lancent dans toute une série de types de projets. On pense qu'il est pertinent d'anticiper, de regarder, de commencer à se préparer pour ne pas le découvrir demain. Il y a encore un peu de chemin devant nous, mais quand même, c'est vraiment un sujet qui va compléter tous ces travaux internationaux et réglementations autour du reporting de durabilité. C'est vraiment vers ça qu'on va. Donc, il nous reste quelques minutes avant qu'on conclue. J'aurai 2-3 petits messages de fin à vous passer éventuellement sur le Q&A. Je vais passer la parole à Anne pour voir sur la distribution des quelques questions. Je pense qu'on peut prendre peut-être 2 questions, 3 questions avant de terminer totalement. Donc, Anne, si tu peux nous dire les questions qui sont remontées et comment on peut les distribuer. Je vais prendre une des premières questions qui, je pense, serait pour Delphine. Est-ce qu'il y a, on nous demande, est-ce qu'il y a des chaires européennes en la matière? Donc, est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'elles se parlent entre elles? Est-ce qu'il y a des équivalents à ce que tu as lancé à Audencia? Oui, donc déjà, il y a 2 chaires en France, et puis des travaux ailleurs. Il y a des travaux à Nanterre, il y a des travaux à Bordeaux. Mais il y a 2 chaires en France, celle qui a développé CARE et celle qui a développé LIFT. Il y a une chaire à Oxford et une chaire à Harvard qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce qu'on se parle? J'allais dire oui et non, c'est-à-dire sans doute pas suffisamment. Mais oui, on est dans des réseaux de travail, notamment les chaires d'Harvard et d'Oxford travaillent avec le groupe VBA et Transparent, nous aussi. C'est-à-dire régulièrement, on est appelé à commenter les travaux de ce groupe-là. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. La recherche est beaucoup plus rapide, efficace et avance beaucoup mieux quand on travaille en collectif. Donc, j'ai toujours appelé de mes voeux un travail plus important entre les différentes chaires. Je pense qu'on servirait mieux la pratique si on le faisait encore mieux. Merci beaucoup de ces éléments. On appelle ça aussi de nos voeux. Anne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière question ou 2 questions pour nos intervenants? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions au fur et à mesure, mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu. C'est vrai. Il y a une question en particulier qui a été intéressante, qu'on n'a pas vraiment touché du doigt. Delphine, c'est sur le sujet des outils sous-jacents à ces méthodes. Est-ce qu'il y a des ERP? On nous a demandé, est-ce que tout ça s'est maintenu sous tableur Excel? Donc, je pense qu'on peut répondre à ça. Il y a eu plusieurs questions. Oui, alors nous, dans la chaire, on a un partenaire que vous avez pu voir qui s'appelle Reportwise, qui est un intégrateur. On travaille avec eux et l'outil Anaplan pour tenter de mettre un système d'information qui correspondrait à la phase ETI grand groupe quand il y a des millions de lignes d'écriture. Donc, il y a des travaux que nous, on mène là-dessus. On n'a, je pense, pas encore trouvé toujours la bonne solution et la bonne granularité. Il y a eu des travaux qui ont été faits, et là, je renvoie la balle à Laura qui était avec nous pour présenter LIFT. En fait, il y a entre 2007 et 2014 et même quelques années après, il y a eu tout un travail fait avec SAP sur le RP carbone de Danone qui a été instrumental pour comprendre ce qu'on pouvait et ce qu'on ne pouvait pas faire avec des ERP qui sont quand même des systèmes assez costauds. Donc, je pense que là, pareil, il y a un vaste champ de travail à faire, c'est-à-dire qu'on sait faire des outils qui ramassent les données pour le reporting de manière annuelle. Ce qu'on ne sait pas forcément encore bien faire, c'est ramener toute la donnée de manière mensuelle. Je crois qu'il y avait aussi une question là-dessus, de manière plus automatisée pour donner des PNL mensuels, trimestriels. Donc, de la même manière, on peut passer un petit appel à tous les opérateurs de systèmes d'information. On a besoin de vous pour bien comprendre comment ramener toutes ces données et en faire des systèmes performants pour les entreprises. Je peux rebondir sur ce sujet pour terminer d'ailleurs, parce qu'il est 58 et après on va conclure. Mais effectivement, nous observons que les grands éditeurs, comme tu en parles, les Salesforce, les SAP, les Google, les Microsoft et d'autres acteurs accélèrent massivement sur le sujet. Je pense que la montée en puissance des réglementations internationales font que les entreprises vont revoir totalement la gestion de leurs data ESG, qui ont été gérés par des tas de systèmes, allant d'experts, des systèmes qui ont été développés, des systèmes ad hoc. Et la question de la gestion des data ne pourra plus se faire avec un reporting annuel. Elles vont devenir trop importantes. Donc, on voit arriver à la fois des solutions innovantes, mais aussi les grands éditeurs qui sont en train d'arriver sur cette question-là. Donc, je pense que les 2 à 3 années
qu'on a devant nous vont faire apparaître une accélération extrêmement forte. Donc, écoutez, les 59, il nous reste 1 minute. Donc, je vous remercie encore d'abord tous nos intervenants. Vraiment, merci d'avoir pris du temps pour venir avec nous, partager avec toutes les personnes qui nous écoutent. Je rappelle, 600 personnes inscrites. Vous étiez extrêmement nombreux à vous connecter. J'espère que c'est un webcast qui a été éclairant, qui s'inscrit dans la série à succès de nos webcasts sur le reporting de durabilité. On vous donne rendez-vous le 8 novembre pour de nouvelles aventures sur la journée arrêtée des comptes, partie dédiée au reporting de durabilité. Restez encore quelques instants en ligne une fois que je vous aurai quitté pour remplir le questionnaire de satisfaction. C'est très important pour nous, vos commentaires, savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut rendre plus dynamique, raccourcir, rallonger. Donc, s'il vous plaît, si vous avez encore une petite minute, et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie vraiment énormément à tous. Bonne journée à tous et toutes.